Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous! Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, je voulais simplement vous rappeler qu'aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale. Nous sommes le 17 novembre et c'est la journée mondiale de la prématurité. Pour célébrer cette journée particulière, je vous propose aujourd'hui l'interview d'une maman qui a eu un enfant prématuré. On parlera ici de réanéonate, de néonatologie, de bébé né en avance et de petits problèmes ou gros problèmes que cela peut engendrer. Si jamais c'est un sujet qui vous paraît trop intense, trop important, ou que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces mots, n'hésitez pas à passer cet épisode. Sinon, je pense qu'il est très important de tous être informés, de tous comprendre et de tous savoir ce qu'il peut se passer. Alors, pour tous ceux qui ont envie de rester, c'est avec grand plaisir que je vous propose de retrouver Marine de l'association Nos bébés guerriers. Et pour plus d'informations sur la prématurité, je vous encourage à découvrir l'association SOS Préma. Bonne écoute à tous! Bonjour et merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, bonjour, moi c'est Marine. Donc j'ai 28 ans, je suis professeure d'espagnol dans un lycée en Île-de-France et je suis mariée à Joël depuis 2 ans et tous les deux nous sommes les heureux parents d'une petite Jeanne qui est née le 18 mai 2022 et qui a donc aujourd'hui 17 mois demain d'âge réel pour 13 mois et demi d'âge corrigé. Voilà, Ok, donc ça spoil un peu de ce qui va se passer parce que c'est ça. évidemment, en fait, quand les enfants naissent avec un peu d'avance ou beaucoup d'avance, on a l'âge réel et l'âge corrigé. C'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter toujours et jusqu'aux 2, 3 ans de l'enfant, plus souvent 3 que 2 d'ailleurs, on retient l'âge réel, l'âge corrigé. Donc c'est une gymnastique avec laquelle on Ouais. a un peu de mal au début et puis à la fin c'est assez fluide. Mais c'est vrai que quand les gens nous croisent, voilà, n'importe qui peut nous croiser dans la rue, nous demander alors votre petite bout, il a quel âge? Alors on est là, attendez. Donc elle a X d'âge réel, X d'âge corrigé. Alors il nous regarde avec un air un petit peu le sourcil qui se soulève, se demander qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et voilà, tout de suite, eh ben, je dis oui, bah, effectivement, j'ai accouché à 5 mois et demi, donc c'est la raison pour laquelle on compte de Ouais. cette façon-là. Donc, ah, d'accord, et là, ça y est, les gens. Mais c'est important, même si c'est vrai que ça nous oblige un petit peu à nous engouffrer dans des explications. Je trouve Ouais. qu'en même temps, c'est aussi important, en fait, bah, de dire pourquoi, en fait, on compte comme ça et pourquoi elle ne fait pas 17 mois, mais plutôt 13 mois et demi aujourd'hui. Notre petite, tu vois, c'est important, même si on a l'impression de se confondre dans des explications. C'est aussi comme ça qu'on donne de la visibilité à la prématurité, puisque c'est Ouais. là le thème du podcast. Ouais. Alors justement, est-ce que en quelques mots, tu peux m'expliquer aux auditeurs l'âge réel, âge corrigé du coup? Alors, l'âge réel, c'est donc l'âge auquel le bébé est né. Voilà, donc pour nous, eh bien, c'était le 18 mai 2022, hein, c'est la date qui figure sur l'état civil. Donc ça ne change pas. Mais disons que comme c'est une naissance prématurée, il faut prendre en compte ce qu'on appelle l'âge corrigé. Et l'âge corrigé, il se calcule à partir de la date du terme qui était estimée pour la naissance de l'enfant. Donc, bah, pour Jeanne, elle est née le 18 mai, donc c'est son âge réel. Mais pour calculer son âge corrigé, il faut considérer qu'elle aurait dû naître le 28 août. Et là, bah, il y a quand même 3 mois et demi d'écart entre ces Ouais. deux âges. Donc voilà, c'est la différence de temps qu'on passe à l'hôpital. On considère qu'en termes de développement psychomoteur, le temps de l'hôpital, non pas qu'il est neutre, mais un petit peu en ce sens que on va vraiment prendre en considération les étapes du développement psychomoteur au regard de cet âge corrigé et non réel. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, on va commencer avec la première question. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Toi, tu avais des projets, tu pensais à ça?
Eh bien, disons que oui, forcément. Alors, je pense que comme beaucoup, l'accouchement, c'est un peu le mot qui fait peur. C'est un peu le moment qu'on redoute. On se dit, voilà, en plus, le fameux tu accoucheras dans la douleur. Voilà, tout de suite, on se fait une montagne du truc et on se dit, oh là là, mais moi, je suis pas prête. Je sais que je veux être enceinte. Je sais que je vais adorer ça parce que je me suis lancée vraiment à corps perdu dedans. Mais pour le coup, c'est vrai que l'accouchement, même en étant enceinte et en vivant ma meilleure vie, ça restait toujours quelque part dans un coin de ma tête en me disant, oh là là, mais comment ça va se passer? Et donc, oui, accouchement, ça me faisait peur, mais je voulais que ça se passe de la meilleure façon possible. Alors, j'admire les mamans qui arrivent à accoucher en physio, mais perso, je disais, ah non, 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 moi je suis une douillette, il était hors de question de sentir la moindre douleur. C'est vrai que plus je pouvais être épargnée de ce genre de douleur et mieux je me sentais par rapport à l'accouchement. Donc, pas très simple, mais voilà, malgré tout, j'avais quand même envie, pas au point de construire un projet de naissance hyper détaillé, mais quand même quelque chose, une petite bulle tranquille, tu vois, peut-être accoucher dans l'eau, dans une piscine à la maternité. Je m'étais renseignée, il y en avait une, dans une salle un peu, une salle nature, ça Oui. s'appelait comme ça, à l'hôpital de Melun. Voilà, donc c'était un petit peu l'image de l'accouchement serein, Mmh. tranquille, mais quand même dans un univers médicalisé, histoire de m'assurer que tout aille bien. Voilà, j'étais pas prête, par exemple, ni à accoucher en physio et encore moins à la maison. Donc je voulais quand même Ouais, me retrouver dans une structure médicale au cas où il y ait un un souci. souci. Voilà. Et puis, j'envisageais de prendre des cours de préparation à l'accouchement pour me dire, Mmh. voilà, tu redoutes un peu ce moment. Et puis, en même temps, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Enfin, même si à la fin, la nature, elle nous Oui. met face au fait accompli et il faut y aller. Mais pour autant, voilà, je voulais quand même que ça se passe de la meilleure des façons. Et j'envisageais de prendre des cours de préparation à l'accouchement auxquels Joël, mon mari, aurait été hyper heureux de participer. Je parle au conditionnel puisque j'ai pas eu le temps d'avoir des cours de Oui. préparation à l'accouchement. Donc voilà, dans une autre vie peut-être, mais en tout cas pas là. Ok. Bon alors, comment s'est passée cette grossesse, du coup, le début de la grossesse, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez lancé le projet bébé aussi? Du coup, apparemment, c'était bébé voulu déjà. Oui, tout à fait, oui, voulu et puis attendu, enfin dans le sens où voilà, on avait très envie d'avoir un enfant après s'être marié. En plus, on a attendu de mettre ce projet bébé en route parce que nous, on est mariage génération Covid, donc on a quand même décalé notre date de mariage Mm. 3 fois avec les événements sanitaires. Donc c'est vrai que ça a pas été tout repos. Et donc d'un mariage en mai 2020, on s'est finalement marié en août 2021. Donc voilà, tout ça différait un peu le projet bébé et on avait très très envie de se lancer. Et donc, on a essayé un petit peu de calculer, de lancer la fin de la contraception et le début des essais en faisant aussi attention aux dates du voyage de noces, ce qui est un petit peu... mais on se disait, ah, j'ai pas envie d'être enceinte jusqu'aux yeux et pas forcément pouvoir prendre l'avion à ce Ouais, moment-là. Enfin, j'aurais été un petit peu déçue, quoi, parce que bon, on attendait le projet bébé, mais on attendait aussi le mariage et le voyage de noces à suivre. Donc voilà, c'était des choses qu'on voulait vivre sereinement. Et puis, il se trouve qu'on s'est marié en août et puis en fin octobre, j'ai décidé d'arrêter la contraception, on a décidé de se lancer. Et premier cycle, bim, quoi. Je suis tombée enceinte tout de suite. J'ai eu vraiment cette ok, chance. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce forcément. que, eh ben non, mais forcément. Alors, rien de bien méchant, mais en fait, quelques temps après, une dizaine de jours après la date à peu près indicative à laquelle on pense que je suis tombée enceinte, j'ai eu des saignements, ce que je pensais être des règles, Une parce règle, que ouais. voilà, je suis réglée comme du papier à musique, ça tombait parfaitement. Je me suis dit, bon, bah, ce sera pas pour ce mois-ci, donc un peu déçue, même si on sait que ça peut pas marcher du premier coup. Mais on s'est dit, bah, c'est pas grave, voilà, ce sera au prochain coup. Oui, Voilà. Sauf qu'en fait, rétrospectivement, c'était des saignements liés sûrement à l'anidation, tu vois, au moment ouais, où le petit œuf s'installe. Et je passe le mois de décembre comme ça. Alors, malgré tout, en prenant des habitudes, tu vois, alimentaires responsables vis-à-vis mm, d'une potentielle grossesse, tu vois. Je m'étais dit, à partir du moment où on essaye, plus d'alcool, plus trop, plus d'excès, voilà, on fait attention, on prépare aussi son corps à accueillir la vie.
Et je sentais quand même des changements dans mon corps. Je me disais, oh, c'est bizarre quand même. Tu sais, le typique, hein, les seins durs comme de la pierre, Ouais. un état de fatigue un peu plus prononcé que d'habitude, voilà, qu'on met sur le compte d'une fin de période, des jours un peu maussades qui arrivent en Oui, hiver. peut-être après le mariage, je suis fatiguée du mariage aussi, c'est... Voilà, on fait pas trop attention, on se dit c'est la période. Et puis en fait, les fêtes de fin d'année arrivent. Et voilà, je fais attention à ce qu'il y a dans mon assiette, je fais attention à ce qu'il y a dans mon verre, mais sans trop me douter vraiment que je suis déjà enceinte. Et puis le lendemain de Noël, une fois qu'on a voilà, bien festoyé, mangé de bonnes choses, etc., souvent le 26 ou le 27, tu sais, tu as toujours les bons restes de Ouais. nourriture qui sont là et dont tu te régales encore. Et là, d'un coup, le dégoût, mais le dégoût total. Et j'avais juste une envie, c'était la plâtrée de coquillettes avec une noisette de beurre, parce que voilà, je suis bretonne, donc la noisette de beurre, c'est important. Et juste la noisette de beurre dans la plâtrée de coquillettes, haute comme une petite montagne, là, dans l'assiette. Et j'avais envie que de ça, et j'avais envie de rien d'autre. Et voilà, sur le ton de la petite blague, ma mamie, mais t'es pas enceinte? Oh, mais c'est sûrement. Enfin voilà, j'ai dit, non, mamie, j'ai eu mes règles, je comprends pas. Je dois être fatiguée, ou j'ai fait une overdose, on a trop mangé. Enfin, Ouais. vraiment, je me figurais pas du tout, quoi. Et sauf que, ben non, on n'habite pas à côté de nos familles, donc on fait beaucoup de routes. Et puis, sur la route pour aller chez mes grands-parents, je me rends compte que non, ça me tourne quand même un petit peu. Je sais quoi, c'est bizarre, bon. Et puis, en arrivant chez les parents de mon mari à Lyon, on se dit, bon, on va peut-être quand même faire un test. On dit rien, mais Ouais. on va acheter un test, on l'achète, on le fera le surlendemain. Voilà, on voit, on sait jamais. Et puis, ben, il se trouve que si, le test était positif le lendemain matin. Donc, explosion de joie. J'ai même pas de mots pour décrire l'émotion, Ouais, à quel j'ai point le elle cadeau était de forte à Noël, ce là. moment-là. Ah oui, fou, fou. Hein, 29 décembre, on s'en souvient. C'était vraiment entre les fêtes en plus. On s'est dit, un petit bébé sous le sapin là qui arrive, c'était assez Ouais. inattendu. Et puis, ça indiquait 3 semaines et plus. Et je me suis dit, ouais, 3 semaines et plus, jamais. Je me suis doutée. Je me dis, ça se trouve. Enfin, on vient de faire le test, mais comment dire, l'implantation de l'œuf est toute récente, mais le test, il le détecte déjà. Je voyais 3 semaines et plus, je comprenais pas. Je me suis dit, bon. Et en fait, bah, c'est quand on a fait l'échographie de datation en janvier au retour des fêtes et des congés, que là, elle a dit, non, non, vous êtes enceinte de 10 semaines. Quoi? Ouah. 10 semaines? Mais le premier trimestre est passé, là, quasiment. On l'a pas vu filer. Ouais. Et voilà. Mais en fait, j'ai pas eu de désagréments en fait majeurs dans mon corps. Oui. Je Oui, me des petits sentais bien. mal-être qui pouvaient passer comme classique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, en revanche, je dormais vraiment comme une marmotte, hein. Vraiment, vraiment, à 20 heures, plus de son, plus d'image. J'étais crevée, capoute. Je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de me coucher. Je pouvais faire des nuits de 8 heures, 10 heures. J'avais besoin de ce sommeil-là. Donc, c'est là que je me dis rétrospectivement, quand même, Ouais, hein. t'aurais pu comprendre. Ouais, je m'étais arrêtée sur l'argument de j'ai saigné début décembre, ça correspondait à mes règles. Pour moi, oui, ça m'a pas choqué plus que ça en fait. Ouais. Mais bon, on sait bien que c'est imprévisible, toutes ces histoires-là. Oui, oui, oui. Puis bon, tu veux tellement pas peut-être trop y penser, que du coup, tu y penses pas assez au final et tu te dis, bon, bah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais en fait, ça peut Oui. arriver aussi. Et puis t'as tellement, tu sais, tu espères tellement que tu as peur de te faire de mauvaises idées et tu te Ouais, dis je vais me projeter dans quelque chose qui finalement n'est pas et ça va me mettre bah voilà dans des dispositions bah, pas terribles si jamais ça marche pas et puis ça va peut-être m'enlever mon élan, peut-être que mon corps va réagir et peut-être que ce sera encore plus dur d'avoir un bébé. Enfin tu vois, ouais, oui, oui. j'imagine qu'émotionnellement ça va avoir une incidence sur ton corps et ta capacité à tomber enceinte après à suivre. Donc voilà, tout ça, ça se bouscule quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, alors du coup, le premier trimestre, t'as un peu effilé entre les doigts. Oui. Donc, comment se passe la suite? Et ben la suite, bah, très vite, on fait l'écho du premier trimestre, puisqu'on a fait Oui, la datation à 10 une semaines, et puis semaine bah, à après. 12 semaines, on voit la gynéco voit dans 2 semaines. Oui, effectivement, dans 2 semaines, parce que c'est le premier trimestre. Donc là, écho morpho et tutti quanti.
Et tout va bien. Elle est bien dans les clous, pas de souci. La clarté nucale est vérifiée, il n'y a pas de problème. Vraiment, tout va bien. Moi, en parallèle, je fais aussi les prises de sang, il n'y a rien à signaler. Et puis, bah, très vite, on part aux Maldives en voyage de noces, parce que c'était le plan aussi depuis, Ouais, le depuis le fameux. mariage. Voilà. Donc, j'étais enceinte à ce moment-là de 14 semaines. Et puis, bah, tout s'est très bien passé. J'avais pris quand même les précautions. J'avais demandé Ouais, voilà, si c'était safe. La gynéco m'avait dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ouvertement oui, parce que bah, on n'aime jamais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais voilà, je ne peux pas dire non non plus. C'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez. ouais. Oui, t'es En encore l'état, ça assez tôt allait. dans la grossesse pour que ça passe. T'as passé normalement les nausées, du coup, il n'y avait pas Ouais, de frein. c'est ça. Donc, 14 semaines. Alors, je prends tout ce qu'il faut, bas de contention, je prends le nécessaire en me disant, voilà, si j'ai des nausées un peu tardives, je prends aussi. Je signale à chaque fois que je suis enceinte, voilà, à l'aéroport, là où on était à séjourner, histoire de pas faire, enfin, faire attention. Et puis, non, finalement, tout se passe bien. On vit notre meilleure vie là-bas. Le petit bébé baigne dans le lagon aussi avec nous. Voilà, on passe une semaine super. Et au retour, on fait une échographie pour contrôler, parce que la gynécologue, je ne l'ai pas vue seulement 3 fois. En fait, elle n'avait pas prévu de me voir simplement une fois par trimestre, mais une fois par mois. Et nous, ça nous allait bien. Ok, ouais. Ouais, on était contents. Ça nous permettait de faire un petit coucou à notre bébé à ce moment-là. Et on s'est dit, bah, c'est parfait. L'écho suivante tombait le 4 mars, le jour de l'anniversaire de Joël. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a appris qu'on avait une petite fille. Voilà. Oh. Donc là, on était super heureux. Non pas qu'on n'aurait pas été heureux si ça avait été un garçon, mais c'est vrai que voilà, pour le coup, je sais pas, on accordait cette importance-là au sexe du bébé, et d'avoir une petite fille, ça nous comblait vraiment de bonheur. Donc Oui, et puis de découvrir le jour d'anniversaire, ça fait encore une surprise en plus. voilà, Noël, la découverte de la grossesse, C'est l'anniversaire du ça. papa, la découverte que c'est une petite fille, voilà, et en avant, quoi. Donc, vraiment, je vivais ma meilleure vie enceinte, hein. Vraiment, Ok. tout va bien. Aucun signe précurseur de ce qui allait se passer après. Donc, c'est ça qui est assez vertigineux aussi. Ouais. Bon, alors vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que, bah, du coup, un mois et demi plus tard, elle était là? Eh ben, ouais, presque. Alors, disons qu'un mois et demi après ça, ça nous fait arriver à la date du 11 avril pour l'échographie du deuxième trimestre, cette fois-ci, Ok. la grosse, l'officielle. Officielle, ouais. Voilà, et donc là, la gynéco commence son examen, et puis de base, Jeanne qui bougeait beaucoup dans le ventre, là, elle était un petit peu paresseuse. Alors on se disait, bon, voilà, d'une écho à une autre, ça peut varier aussi, Oui. hein, Et le puis bébé peut-être peut qu'elle être. dormait aussi, elle dort dans le ventre aussi, donc. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Donc bon, ça nous a pas forcément trop mis la puce à l'oreille. Et puis elle avait bien bougé le matin et tout, donc enfin, vraiment c'était pas, il y avait pas matière à s'inquiéter à ce sujet. En revanche, quand elle commence l'écho morphologique, elle nous dit, elle prend les mesures, et puis elle reprend plusieurs fois les mêmes mesures en fait. Et, euh, et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ouais, il y a peut-être quelque chose qui bloquait. Et elle nous dit, bah écoutez, ça peut être rien, mais je la trouve petite. Alors nous, ah bon, oui, oui, quand même, vous voyez là, la mesure que je prends, c'est vrai que normalement c'est plutôt ça, là on est un petit peu en dessous, ça me semble déjà être un écart un peu grand, voilà, peut-être que c'est pas grand-chose, mais je préfère vérifier. Et dit, et puis bah, c'est pareil, madame, vous n'avez pas beaucoup de liquide amniotique. On dit, bah ah bon? Non, non, regardez, l'écho, moi je ne le savais pas, mais c'est vrai que enfin, l'écho est très net et très noir quand il y a beaucoup de liquide amniotique, enfin, quand il y a une quantité suffisante. Ok. Et là, au contraire, l'image ressortait avec beaucoup de nuances de gris, les traits pas tout à fait bien dessinés. Et c'était pas lié à la qualité de la machine, mais c'était bien par rapport au fait que le liquide amniotique permet en fait cette clarté d'image. Et là, bah, c'était pas possible, quoi, parce qu'il y en avait Ouais. très très peu. Et elle me dit tout de suite, enfin, elle nous dit, écoutez, je prends rendez-vous pour vous à Necker. Ah, alors Ah oui, là, Necker, c'est le gros mot, tu sais. Enfin, voilà, en région oui. parisienne, on sait, hein, c'est un hôpital C'est un hyper gros pointu. hôpital, ouais.
Voilà, c'est à Paris. On s'est dit, c'est un hôpital qui traite les maladies des enfants, le diagnostic prénatal. Voilà, c'est pour toutes les complications de la grossesse. Et forcément, ça nous fait super peur. Je me souviens plus exactement de si on se met à pleurer à ce moment-là ou pas. Je n'arriverai pas à te le dire. Je crois qu'on est un peu assommé parce que c'est Ouais. vraiment le coup près qui tombe dans un contexte qui nous permettait pas de penser que ça puisse tourner de cette façon. Oui, puis Donc, vous y allez un peu joyeusement. Comment va une écho? Ah oui, on va voir mon bébé, trop ouais, bien. exactement, exactement. Et puis bah là, il nous dit par rapport à ses mouvements fétaux, bah oui, puis bah je remarque qu'elle bouge peut-être pas trop. Donc en gros, bah pas trop bouger, pas trop de liquide amniotique, je la trouve petite. Voilà, je pense que pour elle, elle voulait pas non plus nous faire peur, mais à mon avis, le Vous signal avez était plus compris. alarmant que ce qu'elle a voulu nous faire Ouais. comprendre à ce moment-là. Donc, ben, 3 jours après, on n'a pas le temps de se retourner. On a directement la convocation pour un rendez-vous à Necker. C'était une journée de grève de transport en plus, donc le stress, voilà. Finalement, on arrive donc dans le service du diagnostic prénatal. Et qu'est-ce que ça fait bizarre d'arriver dans ce genre de service-là. Ouais. Ouais, je m'en souviendrai tout le temps, vraiment, parce que tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Parce que là, tu te dis, ce sont des spécialistes qui font des échos morphologiques très poussés et tu as vraiment peur en fait qu'on t'annonce Mm. quelque chose d'affreux pour ton bébé. Et donc, ben, première entrevue très, 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 très longue. Alors là, vraiment, l'échographie la plus longue de la Terre, hein. De base, tu sais, quand tu vas chez la gynéco pour un suivi très simple, voilà, tu restes pas longtemps avec la sonde sur le Oui. ventre. Là, mais ça a dû durer, je sais pas, j'arrive même pas à me rendre compte, mais une grosse demi-heure, hein, vraiment une Ouais, grosse c'était long, demi-heure. ouais. Ouais, à prendre X mesures et tout. Et puis, Il t'as des... parlait peut-être pas beaucoup en plus l'échographiste parce que Non, bah il est concentré forcément. c'est ça, concentrer, regarder, s'y reprendre une fois, deux fois, bien vérifier, et puis tu les vois qui échangent des données chiffrées, tu comprends pas, ils prennent note, tu en as qui ont les yeux frontés, enfin, t'as la nana, la médecin avec sa sonde sur ton ventre, tu sais, qui te dit rien, qui cherche, qui appuie un peu en Ouais. plus. Pour aller au plus près du bébé pour prendre les mesures. Enfin, c'est vrai que c'est une ambiance très pesante. Et puis, ben comment l'échographie s'arrête et on voit la médecin qui prend un air grave et qui nous dit, bah écoutez, donc on est à 21 semaines plus 4 à ce moment-là, tu vois, de grossesse. Elle dit, écoutez, à ce terme, votre bébé, en effet, est très petit. Il pèse 320 grammes à peu près, d'après nos estimations, alors qu'il devrait en peser au moins 500 à ce terme. Donc l'écart est abyssal, hein, Ouais, c'est quand 150 même énorme pour grammes, un bébé, 170 c'est grammes à rattraper, c'est énorme. Et puis, elle nous dit, on note une anomalie en fait dans les échanges avec le placenta, parce que tu sais, ils font des échos Doppler aussi. oui. Donc, elle prend ben, voilà, tout ce qu'ils avaient pris comme données, laissait voir que les échanges entre le placenta enfin, Jeanne et moi via le placenta ne se faisaient pas correctement. Ok. Ce qui expliquait du Et coup qu'elle était un petit peu trop petite. voilà, elle prenait pas les forces nécessaires et elle se fatiguait Essayez, aussi, ouais. tu vois, parce qu'en oxygène, elle n'avait pas non plus les apports, tu vois, il n'y avait pas que les nutriments, mais il y avait aussi Oui. l'oxygène, donc il y avait vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte. Et là, bon, déjà, on se décompose. Et puis, au moment où on s'effondre, c'est quand elle nous annonce, quand elle nous parle de mort intra-utéro, en fait. Ah ouais, Elle nous dit, directement. là, il y a un risque, elle dit, on va pas vous mentir, il y a un risque de mort fétale, en fait, de mort intra-utéro. Elle dit, on ne sait pas, on sait pas. Et alors là, enfin, je me suis effondrée. Joël, il a dévissé complètement puisqu'il a fait un malaise vagal. Il est tombé dans le box où on était. Il s'est cogné l'œil contre le lavabo juste à Non. côté. Il avait un cocard pendant 15 jours. Il avait l'œil bleu. Enfin, voilà, moi je panique, je crie parce que je me dis purée, je sais pas ce qui se passe là, on m'annonce que mon bébé peut mourir, j'ai mon mari qui tombe dans les pommes, je sais pas dans quel état il va se retrouver, enfin on perd pied et on se dit mais enfin qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je pose une question, enfin bon, on retrouve un peu nos esprits et puis au moment où on en discute, parce qu'elle nous dit bah vous voulez peut-être en discuter, bah oui oui effectivement, on sait pas trop quoi dire mais
tu poses la question bête parce que tu te sens tellement impuissant, tu te dis tout ce que je peux faire, ça va marcher. Et tu demandes, ben, faut qu'elle grossisse, mais alors, est-ce que si je mange pour 3, 4, 5, tu sais, Oui, moi, je me dis, si le plan, c'est de se goinfrer pendant 2 mois et qu'elle oui, grossisse, qu'elle oui, rattrape parce que ce si ça poids, passe mal, si je mange plus, peut-être que ce qui passe mal, ça va être c'est suffisant. Oui, ça. non, mais Voilà, je vais me goinfrer, quoi, c'est pas le problème. Voyons, allez, j'y vais, quoi. Je me sacrifie, j'en ai rien à faire, je veux juste qu'elle vive. Et en fait, elle me dit, mais non, non, ça marche pas comme ça. Alors je dis, mais je peux peut-être rester alitée. Non, mais vous savez, et là, ces paroles presque glaçantes, en fait, de cette médecin qui comprend toute la meilleure volonté que tu veux mettre dans cette tentative de faire survivre ton bébé in utero, mais qui te dit, vous savez, madame, vous êtes à 21 semaines et 4 jours, votre bébé, on pourra le prendre en charge en tant que tel seulement à partir de 24 semaines, qui est le terme légal pour prendre en charge un enfant in utero, et dit là, on ne sait pas comment vont tourner les choses, ne vous empêchez pas de vivre. Voilà, ouais, sous-entendu, ouais, sous-entendu vraiment, ben voilà, que tu sois alité ou pas, que tu bouffes comme quatre ou pas, c'est un peu défaitiste, enfin, oui, tu oui, puis vois. presque si tu le perds, tant mieux, tu recommenceras. Enfin, c'est presque ça. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas interprété comme ça, mais c'était presque à quoi bon essayer en fait. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout enfin, pris en considération. Au contraire, je me dis, écoute, bah non, peut-être que oui, la vie médicale veut qu'on te dise ça, parce qu'effectivement, tu veux pas donner de faux espoirs. Enfin, on peut comprendre aussi. Je pense que toute la Oui, journée, oui. cette femme, elle raconte, elle donne peut-être souvent de mauvaises nouvelles aux parents, Oui, voilà. peut-être Mais c'est vrai qu'elle que voit plus de bébés un peu plus avancés qui ont de facto plus de chances de survivre, donc elle se dit, bon, bah, voilà, c'est ça. Donc à partir de là, en revanche, je dis, ben, quand est-ce que je reprends le travail? Je dis, mais non, mais vous rigolez, en fait, vous reprenez pas le travail. Non, vous n'allez pas reprendre le travail, c'est pas possible. Donc, il dit, bon, bah d'accord. Là, la prochaine fois que vous reprenez le travail, c'est après votre congé maternité, sous-entendu, si ton bébé mm. voilà, vit et voilà, Et naît et vit. maternité, il y a. Voilà. Elle nous dit, écoutez, bah, là, on va pas se revoir tout de suite. On se voit seulement dans 2 semaines. On se voit pas tant que le terme légal n'est pas passé. Donc, en fait, entre 21 plus 4 et 24, il n'était pas question de se revoir. Donc, elle dit, bah, on fixe un rendez-vous dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, il faut elle nous dit comme ça, dans 2 semaines, il faut qu'elle fasse 500 grammes. Alors, ok, on vient de nous dire qu'on n'avait pas de prise dessus. Et puis, du coup, on pose naïvement la question, bah oui, 500 grammes, d'accord, mais sinon On quoi? fait comment? Ouais. Voilà, sinon quoi? Alors, on n'aura jamais eu de réponse à cette question-là. On a eu voilà, un soupir un peu gêné, un peu, voilà. Mm. Mais après coup, on sait très bien que le sinon quoi, c'était, on se revoit peut-être dans 2 semaines pour faire une IMG si elle fait pas 500 grammes. Oui, Tu vois? Voilà, oui, clairement, oui. je pense que dans leur tête, c'était déjà tout dessiné, tout programmé. En tout cas, voilà, je pense que le rendez-vous était prévu pour ça, clairement. Et puis peut-être que enfin peut-être que si 2 semaines plus tard, elle n'avait pas atteint les 500 grammes, de toute façon, elle n'aurait pas réussi à survivre aussi. Et du coup, il se disait que, C'est ouais. ça, c'est ça. Mm. Donc on encaisse difficilement, enfin on n'encaisse pas, on s'effondre. Je me souviens, on s'est posé ce jour-là aux Invalides, parce que tu sais, c'est juste à côté de l'hôpital Necker. Oui, Donc on se pose aux Invalides, il y a un temps magnifique, mais voilà, dans nos cœurs, on était anéantis. Et puis, c'est le moment où on appelle nos familles, enfin, voilà, nos parents, quoi. On explique la situation, donc tout le monde est abattu. Et, euh, et puis, ben, voilà, on rentre à la maison complètement. Enfin, on n'a pas faim, on a envie de rien. On a envie d'être au fond de son lit et en même temps, on a envie de faire des choses. Enfin, on ne sait pas trop. On sait rien à ce moment-là, en fait. oui. On est en mode pilotage automatique et je sais même plus comment s'est passé le trajet de Paris à la maison à Melun. J'ai aucun souvenir de ça. Vraiment, je crois qu'on a complètement décroché. Et puis, on s'est dit non, mais on va se mettre en mode, on se met en mode warrior. Enfin, voilà, peut-être que, certes, peut-être que la médecin n'est pas optimiste, mais elle vit, il y a une chance. Elle peut les atteindre, ces 500 grammes. Ça veut pas dire que ça va pas être simple, enfin que ça va être simple justement, mais voilà, on va y aller, quoi. Donc, moi, je décide, contrairement à ce qu'elle m'avait dit, ben, je m'alite au maximum.
Vraiment, je me mets au lit, je fais rien. Enfin, je me pose, j'écoute de la musique, je dors, je lis, voilà. Ouais. Et est-ce Et que tu puis, manges plus du coup? Est-ce que tu bah penses oui, quand du coup, même ouais. du coup, je mange de dingue. Alors, les graines de chia et le lait d'amande sont mes amis. Ok. Je me nourris aux graines de chia, enfin voilà, en plus, quoi, c'est-à-dire à la moindre fringale, je me fais un bol avec flocons d'avoine, graines de chia, des petits fruits, des amandes, des fruits secs, enfin, tu sais, des trucs bien, Ouais, qui sont voilà, nourrissants. qui tiennent bien, du lait d'amande aussi à fond, voilà, tout ça, je me dis, je me prive de rien, et des trucs bons, des trucs sains. Et donc, ben, on attend patiemment. Et le 29 avril, on avait un nouveau rendez-vous à Necker. Et donc là, ben, le stress immense, parce qu'on se dit, attends, je crois que j'ai oublié. Oui, j'ai oublié, mais j'ai fait une amyosynthèse. J'ai fait une Ok. amyosynthèse le 20, enfin, le 14 avril, le premier rendez-vous à Necker. C'est vrai, j'avais oublié ça. Parce que justement, il voulait aussi savoir si c'était pas lié, tu vois, à la toxoplasmose, le Oui. virus CMV et tout. Il voulait savoir si le retard de croissance sévère était induit par ça ou si c'était autre chose. Mais en tout cas, il voulait éliminer cette possibilité. Bon, la myosynthèse, je vais pas rester longtemps dessus, mais c'est l'examen le plus douloureux que j'ai jamais fait, clairement. Ok. Mais vraiment affreux. J'ai eu l'impression qu'on me saisissait les entrailles, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais elles étaient quatre autour de moi. Il y avait une sage-femme qui me tenait les mains. Il y en avait une autre qui était avec une échographie, l'autre les yeux rivés sur l'écran de l'échographie, et puis une autre qui tenait l'aiguille et qui avait les yeux un peu partout. Et en fait, ben oui, j'avais tellement peu de liquide amniotique qu'il a Oui. fallu, tu vois, presser le ventre d'un côté, de Ah l'autre, oui. pour essayer de créer une petite poche de liquide et réussir à atteindre. Il fallait m'en prendre assez pour faire l'examen, mais pas trop, parce que sinon ça mettait bébé encore plus en difficulté. Oui. Voilà, donc vraiment, ça m'a tordu les entrailles dans tous les sens. Et puis bah, ce risque aussi, parce que mine de rien, la myosynthèse, c'est un examen qui est très bien et qui est extrêmement pointu pour détecter tout un tas de choses importantes. Mais il Oui, faut mais dans le cas voir, d'une grossesse à risque, forcément, les risques sont encore plus accrus, c'est quoi. ça. C'est ça. Donc, bon, voilà. Mais bon, la balance bénéfice-risque était encore en faveur de la réalisation de cet examen-là, mais c'est vrai que c'est pas rien. Et du coup, la myosynthèse a rien donné. Rien donné. Ok. Ouais, voilà. Donc ça nous a rassurés aussi parce que tu vois, en toile de fond, donc oui, il y a le RCU, le retard de croissance in-utérin, mais il y avait aussi bah, potentiellement une maladie génétique. Donc voilà, on voulait aussi balayer ça parce qu'on s'est dit pourvu que, on sait pas. Mm. Enfin, ça conditionnait aussi ce rendez-vous du 29 avril, 2 semaines après ce premier rendez-vous. Ouais. Donc pour le coup, voilà. Mais non, non, on était contents parce que là-dessus, tout allait bien. Et d'ailleurs, l'écomorpho, même si Jeanne était toute petite, elle avait tous ses organes en place et voilà, Ouais. en nombre et en place. Donc déjà, ça nous rassurait aussi, tu vois. Oui. C'est pour ça qu'on a décidé d'aborder aussi ce parcours en mode warrior, en se disant, oui, elle est petite, mais elle a tout en bonne place. Oui. Le cerveau, le cœur, ça va, les poumons sont Oui, au là, tout final, est elle là. est entre Enfin, guillemets juste petite, c'est tout. Le reste, tout elle va est bien. petite, voilà. C'est ça, voilà. En revanche, les échanges se font pas bien, donc ben voilà, c'est sûr qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête à ce moment-là. Mm. Et donc arrive le deuxième rendez-vous à Necker du 29 avril. Et là, ben, évidemment, on est fébrile parce qu'on garde en tête très très fort l'examen de précédent. En plus, 4 jours avant, j'ai fait un aller-retour aux urgences maternité à Melun parce que dans la nuit, j'avais perdu, enfin, j'avais perdu du liquide. Je pensais que c'était du liquide amniotique. Il se trouve que c'était des pertes blanches extrêmement liquides que Ok. j'avais jamais eu comme ça. Mais j'étais très très étonnée et ça m'a mis dans un état. Mais ça y est, je suis en train de perdre mon bébé. Mm. Enfin, affreux. On a passé un très mauvais moment ce jour-là. Et donc, bon, on avait hâte, avec cet épisode-là, 4 jours avant, de revenir à Necker et d'avoir une échographie plus poussée pour savoir vraiment comment elle est jeune. Et bah, connaître le poids. Voilà, connaître le poids, parce que c'était l'enjeu, en Ouais. fait, de cette écho-là. Donc, on recommence, les mêmes médecins, le même box, la Tout même, pareil, ouais. tout pareil, la même durée d'écho, ça dure encore même plus longtemps parce qu'ils prenaient des mesures un peu plus pointues par rapport au Doppler.
Et puis bah là, on attend, on attend, on attend les minutes les plus longues. Et puis à la fin de l'examen, la médecin se tourne vers nous et nous dit, bah écoutez, elle fait 495 grammes. Ok. Voilà, donc c'était bon en fait. Et donc, et nous, alors, bah oui, 495 grammes, ça veut dire, non, bah, c'est mignonne votre fille. Ouais. Donc là, on s'effondre de joie, de soulagement, tu vois, même de te le dire là, c'est toujours l'émotion qui revient, parce que je me dis, punaise, Elle a en réussi. 2 semaines, en 2 semaines, elle a pris 150 grammes, 180 grammes Ouais. même, euh, un poids qu'elle avait jamais pris en l'espace de 2 semaines sur Et puis tout le reste de la et puis c'est grossesse. pareil, ramené à son poids global, elle a pris un tiers de son poids presque, donc c'est énorme. C'est ça, énorme, énormissime. Et on s'est dit, mais c'est fou. Et donc, la médecin dit, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, voilà, on s'est arrêté de vivre. Enfin, on s'est arrêté de vivre pour qu'elle puisse vivre, Ouais. justement. C'est-à-dire que oui, j'ai accepté de m'allaiter. J'ai mangé comme quatre. Alors, bon, ça se voit sûrement plus sur mes hanches que sur les siennes à elle, mais je m'en fiche complètement. Le résultat était qu'elle vive. Donc, à partir de ce moment-là, on nous a dit, bah voilà, là, écoutez, on vous le dit sincèrement, on n'y croyait pas. Euh, voilà, pour nous, on vous voyait pour autre chose aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas nommé IMG, Ouais, mais ouais. voilà, on s'en Tu doutait. sais, ouais. Tu sais, même si sur le moment tu réalises pas trop, mais tu le sais. Et puis ils nous font, bah écoutez, là, on peut commencer à la prendre en charge pleinement, en fait, comme un fœtus qui peut être considéré comme viable et auquel on va porter toute notre attention. Donc, ben, on va repartir sur un suivi. Vous allez venir à Paris toutes les semaines nous voir. Et puis, ben, jusqu'à temps que. Ils prennent également ma tension. À ce moment-là, ils disent bah, ce serait bien de temps en temps, vous allez 2, 3 fois ou 3, 4 fois par semaine à la pharmacie faire prendre votre tension, ou si vous avez la possibilité d'acheter un tensiomètre, Mm. ben, c'est bien aussi d'en avoir un à la maison. Voilà. Donc ils m'ont dit bah, écoutez, continuez, voilà, continuez tous les trois comme ça, parce que ça peut porter ses fruits, Ouais. quoi, et faites le chemin tant que vous le pouvez. Entre-temps, on a aussi eu des rendez-vous au PMI avec une sage-femme qui là a une grande importance pour bah, voilà, pour nous livrer aussi psychologiquement, pour partager déjà cette expérience traumatique Mm. d'échographie qui se passe pas bien. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Elle nous a accompagnés là-dedans. Elle nous a donné voilà, des petits tips pour passer des moments privilégiés avec Jeanne. Pour connaître ce à quoi elle pouvait être sensible. Donc, tu vois, on se posait systématiquement. Bah, voilà, on avait toujours le matin, le soir, parfois dans la journée, ce petit rituel où on se posait tous les trois, enfin tous les deux, et puis Joël sur mon ventre et moi aussi, on parlait, on écoutait de la musique, on l'encourageait, enfin voilà. Ouais. Donc ça a bien, voilà, ça a dû avoir un petit pouvoir magique là-dessus. Et puis ben sinon, on est retourné à Necker le 5 mai, toujours pour faire les échographies Doppler, toujours faire le point sur l'échographie morphologique, s'assurer que tout allait bien. Elle prenait pas beaucoup de poids, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, elle a pris 180 grammes et puis tu vois, entre les deux rendez-vous à Necker, elle en avait pris que 20. Ouais. Donc tu te demandes en fait ce qui s'est passé. Enfin, elle a dû avoir un élan de vie. Mm. Elle avait envie de s'accrocher, ouais. J'arrive pas à l'expliquer. Vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est juste incroyable. Et parce qu'elle a jamais repris autant de poids après, puisqu'elle faisait 495 grammes le 29 avril et elle en a fait que 520 le 18 mai, 3 semaines après. Donc, tu vois, Ouais. elle avait pris très très peu. Elle s'était dit, bon, moi j'arrive à 500, c'est bon, je suis dans les clous, je On m'arrête. arrête maintenant. Pas trop d'infos, voilà. Et voilà, et donc le 5 mai, j'y retourne, et là, il voit en revanche que les Dopplers sont pas bons et que ma tension ne fait qu'augmenter. Voilà, j'étais passée de 12,6, 12,7, 12,8 au précédent rendez-vous. Là, je montais plutôt à 14,8, 15,8, Ok, 15,9. quand même, ouais. Voilà, c'était un peu moins folichon. Et puis, tu sais, c'est bête, mais toute cette situation de stress autour d'une grossesse hyper suivie, hyper médicalisée, tout ça, ça te met pas dans de bonnes dispositions vis-à-vis de ta tension hyperartérielle, Oui, hein. forcément. Forcément, tu stresses, donc ton corps réagit. C'est normal. C'est ça, t'es pas bien. Donc, voilà, tu as l'impression d'être dans un engrenage et tu te demandes. Bon. Et en fait, la tension n'a fait qu'augmenter.
Et ils surveillaient donc les Dopplers et ils m'ont dit, écoutez, là, les Dopplers sont tels que vraiment, faudra vous préparer à une naissance très, 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 très prématurée. Là, l'enjeu, ça va être de la garder au chaud le plus possible. On passe voilà, une semaine après l'autre, quoi. Donc 25, 26. L'idéal, ce serait 28. Le mieux, ce serait 30. Le génial, ce serait 32 et plus, tu vois. Ouais, Voilà. Et donc, ben, ils m'ont dit, là, Necker, on va plus pouvoir vous prendre en charge parce que c'est trop loin par rapport à votre lieu d'habitation. Ça devient de plus en plus risqué. Il va falloir faire un suivi au moins 2 fois par semaine. Donc ok, là, on va vous rediriger vers la maternité niveau 3 la plus proche de chez vous, à savoir celle de Corbeil-Essonnes. Euh, donc, d'accord. euh, bah, nous voilà dans les papiers, en lien avec eux, à faire le transfert, que Corbeil ait tout le dossier et qui m'accepte pour m'inscrire à la maternité. Parce qu'en fait, ben, je m'étais jamais inscrite à Corbeil-Essonnes, moi je m'étais inscrite à Melun. Donc Melun avait mon dossier, j'avais les rendez-vous programmés, je ne me suis jamais présentée. Mais Corbeil, bah, il ne comprenait pas. Bah, madame, vous êtes à 5 mois et demi de grossesse, comment ça se fait? Bah oui, mais Et attendez, je vais puis vous pas une expliquer. grossesse classique en plus, donc Voilà, on me renvoie chez vous parce que risque, parce que Necker ne peut pas me prendre, parce que trop loin de chez moi, etc. Donc à la fin, ils ont fini par comprendre, mais c'est vrai qu'administrativement, bah, c'était un peu bloquant. Et donc, bon, très vite, malgré tout, ils sont réactifs parce que 5 mai, je suis à Necker, mais 12 mai, j'ai rendez-vous pour la première fois à l'hôpital de Corbeil-Essonnes au diagnostic anténatal pour ben, faire le point, un peu consultation d'entrée pour savoir où j'en suis dans ma grossesse et voir qu'est-ce qu'ils peuvent aménager pour me prendre en charge au mieux, vu les antécédents que j'avais et que Jeanne aussi. Et, euh, ouais, et là, la situation de stress, je sens en fait, j'ai une montée de tension, mais à son maximum. Et quand en plus, il y avait du retard dans les consultations, donc ça aussi, ça fait monter la maillot inutilement. Enfin, tu te sens vraiment pas bien. Et quand elle me reçoit, la médecin, elle me dit, bah voilà, on va regarder bébé, comment ça va et tout. Donc elle essaye d'être hyper, voilà, sympa, apaisée, bienveillante. mm. Elle sent que tu es vraiment en stress. Et elle dit, je vais quand même prendre votre tension, madame, ce serait peut-être pas mal. Et là, elle prend ma tension, j'étais à 19,10. Ah oui, Donc, ouais, 19,10. Elle me dit, bah, madame, monsieur, vous allez préparer un sac avec les affaires de madame. Vous allez rentrer chez vous pour faire ça. Et puis, vous allez le ramener parce que madame, vous restez avec nous jusqu'à ce que votre bébé naisse. On va vous hospitaliser en service de grossesse à haut risque. Donc, ah, ok. Bon, très bien. Alors là, bah, deuxième catastrophe parce que je m'y attendais pas du tout, parce que je pensais être un peu sereine, tu vois, dans mon cocon. Voilà, maintenant mm. que c'était une course de fond qu'il fallait mener pour que Jeanne, voilà, prenne du poids et puis soit le plus au chaud possible, le plus longtemps possible. J'étais loin de m'imaginer que j'allais devoir être hospitalisée, quoi. Et à la fin, heureusement, heureusement, ça a duré que 6 jours parce que ben, j'ai accouché 6 jours après, quoi. Voilà. Ok. Voilà, l'hospitalisation démarre. Évidemment, on me dit, je pense qu'ils savaient déjà un petit peu que ça allait être une prééclampsie parce qu'une hausse de tension comme ça, des anomalies Doppler de la part du Oui, c'est bébé, un petit peu les signes qui font que on sait que c'est ça. c'est ça, c'est le schéma type. Et bon, moi, je voulais pas y croire, hein. Pour moi, après éclampsie, j'en avais peur parce qu'en plus, j'ai une cousine qui a accouché comme ça, alors à un terme plus important, mais malgré tout, elle a fait de la réanimation. Enfin, ça a été très compliqué, donc j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation. Ça fait peur, forcément. Et donc, ben, là, suivi hyper resserré, je faisais des prises de tension, je sais même pas combien de fois par jour, peut-être 5, 6 fois par jour. C'était énorme, On se énormissime. cachait pas, ouais. Voilà, il vérifiait, tu sais que tu n'avais pas de protéines dans les urines. Donc, en fait, pendant 6 jours, je n'ai pas fait pipi dans les toilettes de l'hôpital. J'ai fait pipi dans des pots. Voilà, parce Mm. qu'ils étaient sans arrêt en train de prélever ça. Et pour vérifier, parce qu'en fait, entre ce qui prévait le matin, ce qui prévait le soir, les deux analyses ne donnaient pas du tout la même chose et ça ne faisait qu'augmenter. Et en fait, les protéines, quand c'est comme ça, quand tu es dans cet engrenage, c'est assez fou parce que quand tu as le terrain pour faire une prééclampsie, t'as vraiment, ça passe du simple au double, quoi. Donc ça va très, Ah très, oui. très, très vite. Ça va vraiment très, très vite. Tu commences à 2, tu fais à 4, ensuite tu es à 16, ensuite tu es à. Enfin, vraiment, ça monte de façon exponentielle. Et la tension avec. Et donc, je sais plus à combien de jours d'hospi ils décident de mettre en place ce traitement, mais évidemment, ils me mettent sous antihypertenseur.
pas le Ok. choix. Et donc, à partir de là, ben, je, toujours les contrôles de tension, les contrôles des urines, toujours plus fréquents. Et ça me faisait tellement stresser que dès que je voyais, tu sais, le Dynamap, là, l'appareil pour prendre la tension, je le voyais dans l'embrasure de la porte emmené par une sage-femme, je sentais la tension qui montait dans mes artères, quoi. Ça me faisait Ouais. un effet, ça me faisait flipper d'avance, voilà. Oui, t'avais peur du résultat, que ça soit encore pire que la fois d'avant et C'est ça. Donc, j'essayais de m'apaiser, j'essayais tant bien que mal d'écouter de la musique, je parlais à Jeanne. Alors, il y avait un truc qui était cool, entre guillemets, là-dedans, c'est que oui, de concert et tout ce suivi, il y avait quand même des monitos tous les matins. Donc, voilà, le monito, le moment du monito, c'était le petit moment sympa où je sentais Jeanne qui bougeait. Donc, ça aussi, ça me rassurait, ça me donnait de l'espoir. Avec Joël, on se disait, non, mais ben, voilà, elle a une bonne activité fétale quand même. ouais. Je l'imaginais. Voilà, même si c'était un pédiluve plutôt qu'un grand bassin, que cet utérus avec très peu de liquide amniotique, mais je me disais, voilà, je l'imaginais danser, tu vois, j'imaginais une petite loutre dans mon ventre, voilà, Ouais. qui naviguait comme ça, toute contente. Et c'est vrai que comme elle bougeait bien, bah, les monitos, c'était un plaisir. Et puis, ben, la veille qu'elle naisse, le 17, je suis pas très bien dans ma chambre d'hôpital là. Je me sens pas super. Je me dis oh c'est bizarre, j'ai à moitié mal au ventre, mais pas un mal de ventre digestif, mais un mal assez profond vraiment au niveau des tripes. Tu te demandes, c'était pas non plus au niveau de l'appareil génital, c'était même pas trop utérin, mais je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais pas bien. Et puis, je sens que j'ai beaucoup de mal à prendre des grandes inspirations, à inspirer correctement, à expirer, à me calmer. J'ai l'impression d'être sans arrêt en train de chercher de l'air, de l'air, de l'air. Et ça me met dans un état de stress. J'ai un côté aussi un peu claustro, tu vois. Donc, dès que je manque d'air, tout de suite, ça m'angoisse. Et en fait, je sens que je commence à avoir un peu une barre sous la poitrine qui me compresse Ok. et qui explique pourquoi j'ai tant de mal en fait à inspirer, expirer. Et donc je le signale à une sage-femme. Elle me donne de quoi soulager mon mal de ventre et puis elle me dit ben voilà mettez-vous tête dans telle position pour arriver à mieux respirer. Je vois que ça passe un peu. Finalement, je suis tellement crevée que je m'endors donc ça va. Je me dis en dormant ça passe. Et le soir, ça va mieux. Le soir, ça va mieux. Du coup, Joël repart parce que ben il passait toutes ses journées avec moi. Hein, voilà, Ouais. avec ses journées de travail, mais dès qu'il avait fini, il était avec moi. Enfin, on a passé énormément de temps ensemble. Hein. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé depuis le début, mais il a un rôle essentiel dans tout ce suivi-là, de la grossesse, de la naissance. Et, et comment je me couche comme ça. Et puis à 23 heures, le 17 mai, il y a une sage-femme qui me réveille alors que je dormais depuis déjà super longtemps. Bonjour, ben, bonsoir, c'est pour la tension. Ah punaise, je vois le truc, enfin, comme d'hab, hein. J'ai Panique. peur. Voilà, j'étais sous antihypertenseur, j'en prenais 3 par jour. Je venais de prendre mon cachet, voilà. Et bah, c'était justement pour voir si avec le cachet, ça avait baissé. Mm. Et en fait, elle me dit, ben, je vais vous faire un monito aussi. Allez, alors le Dynamap, le monito, on y va à 23 heures. Donc je me réveille, Le voilà, réveil, pas ouais. très très fraîche. Je dis, bon, d'accord, vous êtes sûre, mais ça va, vous savez, je vais bien, ça va mieux et tout. Oui, oui, madame, mais vous savez, voilà, je vérifie, je vérifie. Ça fait 6 jours que vous êtes avec nous. On fait vos examens, on analyse les protéines dans les urines et tout. Ça monte quand même un petit peu, madame. Voilà, bon, je me fais une raison. Je dis, bah, allez-y. Et puis, elle me dit, bon, allez, un monito avec ma fille à 23 heures. Écoute, cool. Bah Et non. voilà, et sauf que ben, la tension est horrible. Je dois être à 18 et quelques. Et ça redescend pas. 18, 9, 10, une bêtise comme ça. Le monito, ben, moi, je la sens bouger, mais quand la sage-femme regarde ensuite la petite feuille, elle voit qu'il y a des petites vagues, des petites baisses de régime au niveau du cœur. Voilà. Donc, au bout d'1 heure, parce que j'ai quand même fait 1 heure de monito, c'était quand même Ah, vachement quand long. même, ouais. Ouais, 1 heure de monito. Et à minuit, elle me dit, bah écoutez, madame, voilà, vous stressez pas. Ça va aller. Là, je trouve le monito un petit peu faible et puis votre tension est pas très bonne. On fait un tout petit tour aux urgences gynécologiques. On fait juste le point. Vaut mieux prévenir que guérir, vous inquiétez pas.
Mais voilà, je préfère être sûre. On va descendre ensemble. Vous allez être dans un box. Elles vont faire une écho un peu plus poussée. Et puis, vous inquiétez pas, vous allez remonter en chambre. Ça va aller, quoi. Ouais, 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 mon œil, oui. Mon œil. Et ce qui se passe, donc, ben, elle dit, j'appelle le brancardier. Bon, ok. Donc, j'attends le brancardier. Je voulais pas trop y croire à ce moment-là. J'appelle pas Joël, je n'envoie pas de message parce que bon, en plus le lendemain il se levait à 6 heures je savais que c'était une grosse journée pour lui et je me dis non mais c'est un contrôle, voilà, de toute façon je me disais Marine, t'avances dans ta grossesse, euh, tu vas être hospitalisée jusqu'à ce qu'elle naisse, le suivi va se rapprocher, on veut s'assurer qu'elle soit bien, donc bon, tu descends une fois, tu descendras peut-être d'autres fois en fait aux Ouais, urgences tu vas pas gynéco. alerter à chaque fois. Non, je voulais pas lui faire peur. Et en fait, je pense que j'étais dans un déni pur et simple. Parce que quand c'est comme ça, j'ai besoin de libérer en racontant des bêtises. Et puis, je vois le brancardier arriver. Et tu vois, je me souviens de ce truc complètement absurde où le brancardier, il arrive sans fauteuil, sans lit. Tu vois, et je dis, bah, un brancardier sans brancard, c'est quand même. C'est quoi le. C'est quoi cette histoire-là? Vous me descendez. Oui, madame, si vous voulez. Non, non, mais j'ai mais. Oui, il n'y a pas de souci, accompagnez-moi, je peux marcher, il n'y a pas de problème, mais je vous trouvais pas ça un petit peu absurde quand même qu'on vous appelle brancardier sans brancard, bon bref. Et Oui, puis, tu t'es compensé, quoi. c'est ça. Et puis il me dit, bon, ça va arriver, mais j'ai parlé de la naissance, lui, mais j'ai dit, mais non, mais pas du tout, monsieur, mais vous rigolez. Et j'ai dit, non, non, on descend pour un contrôle, mais vous voulez pas appeler le papa? J'ai dit, non, non, mais on descend pour un contrôle, Ah ouais. ça va aller, déni, déni total. Je me dis, après coup, Marine, c'était évident, en fait, mais bon, après, je sais pas, c'est une façon de se préserver aussi, de pas paniquer. Oui, Tu paniques bien assez au dernier moment, donc. Voilà, et donc là, ben, on descend, on me met dans un box, donc un box de naissance, hein. Voilà, ouais. clairement, avec tout le matos. Donc, tu vois, posé sur une étagère, tu vois les forceps d'un côté, tu vois tout l'attirail pour faire sortir le bébé de l'autre, la balance et tout ça, bon, voilà. Et puis, ben, toi, on te pose encore un Dynamap pour prendre ta tension systématiquement. On te pose un monito un peu plus, voilà, comment dire, à nouveau un monito, peut-être un peu plus précis de ce qu'on m'avait dit. Et puis, ben là, une sage-femme que je nommerai parce que c'est vraiment hyper important. Elle a été hyper importante pour nous à ce moment-là. Donc, Margot, qui me dit, bah voilà, je vais m'occuper de vous. Vous inquiétez pas, on va passer ce moment ensemble et puis ben, on va voir ce qui se passe, on va s'assurer que votre bébé aille bien. Ok. Et sauf que ben voilà, j'en ai pas trop large parce que en fait en voyant que j'étais dans une salle de naissance, qu'il y a une sage-femme qui arrive, qu'il y a un obstétricien qui se pointe, que je commence un peu à gamberger, je vois qu'on commence à m'installer des perfusions pour me mettre des antihypertenseurs carrément en intraveineuse parce que je ne redescendais pas cette situation de stress, froide, médicale. En plus, il faisait très très froid à ce moment-là. Euh, ça me, ça me fait une bouffée encore plus d'angoisse où je retrouve ces symptômes que j'avais la veille avec cette barre qui d'un coup, bim, me coupe le thorax en deux, m'appuie contre la poitrine, contre les poumons. J'arrive pas à, J'arrive plus à respirer, j'arrive plus qu'à prendre que des petites bouffées comme ça, comme si j'étais vraiment la tête au bord de l'eau, Ouais. à la surface de l'eau et que je me débattais. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et puis j'essaye quand même de joindre Joël à ce moment-là, sur conseil de Margot justement, qui me dit ah, peut-être que vous voulez quand même prévenir votre mari parce que vous savez, ça peut durer longtemps. On ne sait pas, enfin voilà, prévenez-le quand même, juste histoire qu'il sache ce qui se passe là cette nuit. Ouais. Et en fait, je l'appelle à 3 heures du mat. Le truc improbable, Joël dort avec le portable en silencieux. Et là, je sais pas, je l'ai appelé, il était en silencieux, mais il s'est réveillé au moment où je l'ai appelé. Ah ouais, il a Donc, senti au fond de lui qu'il y a quelque chose qui se passait. ouais, appelle ça, je sais pas, du hasard, du pif, une espèce de télépathie inexplicable. Et du coup, ben, il décroche et là, il me dit, ça va? Oui, oui, écoute, tu paniques pas, je suis dans un box aux urgences gynécologiques, on me surveille parce que le monito était pas très bon et puis bah, j'ai de la tension et je me sens pas très bien, un peu comme hier, mais voilà, mais ça va. Il me dit, mais est-ce que tu peux venir? Oui, bien sûr, j'arrive, quoi. Enfin, j'ai même pas eu l'occasion de lui dire, est-ce que tu peux venir? C'était limite,
vas-y, on raccroche que je saute dans la voiture tout de suite, quoi. Ouais. Donc voilà, dans les 20 minutes, il était là. Et en fait, au moment d'arriver, ben voilà, il essaye de m'apaiser autant qu'il peut. On continue de prendre ma tension. J'ai des antihypertenseurs en intraveineuse. Et là, bah, je suis à combien? Ben, je finis, alors c'est très simple, je finis à 21 11 de tension à la fin. Voilà, à la fin de cette nuit-là, de ces heures-là parce que ben voilà, ça devenait incontrôlable, la barre prééclamptique toujours plus manifeste. Et là, en fait, à un moment, il y a Margot qui s'inquiète et puis qui appelle un obstétricien pour lui dire, écoutez, là, le rythme fœtal, alors autant l'état de la mère était déjà délétère, mais dit, Ouais. mais là, c'est le bébé, en fait, qui commence à ne pas aller bien lui aussi avec une baisse du rythme cardiaque beaucoup plus manifeste que ce qui avait été observé sur le monito quelques heures auparavant. Donc là, elle me dit, bah écoutez, là votre bébé, voilà, il va pas bien. À mon avis, on va la faire naître aujourd'hui. Voilà. Waouh. Alors Alors là, 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 toi enfin, qui ne voulais pas comprendre, comment tu vis cette nouvelle, cette annonce? ben, en fait, là, clairement, j'étais dans un état. En fait, à partir du moment où Joël est arrivé, ça s'est empiré. Enfin, mon état s'est empiré. Il essayait de m'apaiser, mais j'avais les jambes qui tremblaient de peur. J'avais cette barre prééclamptique qui m'étouffait. Et j'avais des céphalées qui étaient intenables. J'avais l'impression qu'on était en train de me fracasser le crâne avec un marteau toutes les, toutes les secondes. Ce que je pensais pas faire. Et d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de te dire, mais en fait, j'étais en train de faire un AVC euh, Ok. ni plus ni moins. Voilà, ça à 21 11 de tension, je sais même pas comment, j'ai pas Ouais, ton dévissé corps, à un moment. ouais. Voilà, je sais même pas, j'aurais pu me retrouver en réa. Je sais pas, j'étais toujours consciente à ce moment-là, mais j'en pouvais plus et je me tordais de douleur et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, bah, on te dit, non, mais la seule façon, la madame, c'est le placenta, en fait, qui vous rend malade. Et la seule façon de combattre, d'arrêter cette prééclampsie que vous êtes en train de faire, c'est d'extraire le bébé et de sortir le placenta, sans quoi ça va continuer. Et là, bah, vous êtes en péril, quoi. Et en fait, Ouais. j'étais non seulement en train de faire une prééclampsie, mais je faisais surtout un syndrome de HELP, donc le degré au-dessus qui là peut te faire partir en fait clairement. C'est pour ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon corps parce que j'étais au bout de ma vie. Je pense que j'aurais pu partir comme ça. Voilà, partir et ouais. Donc ça a été pris à temps. Il a donc fallu sortir Jeanne. Et donc, quand ils m'ont dit, bah, écoutez, il est 6h30, on appelle le staff, mais ce serait bien. Alors, tu sais, ces changements d'équipe, c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre 6h30 et Ah, 7h du mat, c'est les changements d'équipe, il y a tous les roulements et tout en salle de naissance. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est un peu tendax. Et elle dit, on attend juste l'avis du staff là, qui va commencer la journée. On soumet votre cas là tout de suite. À 7h, si tout va bien, on vous emmène au bloc. On décide de la césarienne et tout. Donc, entre 6h30 et 7h moins 10, c'est les 20 minutes les plus longues de ma vie parce que je me tords de douleur. Là, je sais que Jeanne est en danger. Donc, j'ai oui, tu peux envie même plus dire de, prends sur toi, elle va bien, parce qu'en fait, au final, elle va pas bien non plus. Donc, non, c'est ça. Donc, tu paniques et en même temps, tu dis non, mais c'est pas le moment là. Elle est passée par tellement de choses. Elle va sortir et elle va bien sortir. Donc, tu essayes malgré tout de prendre sur toi, mais tu te dis et vite, 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 quoi. Mais je me souviens quand même quand Margot nous a annoncé, écoutez, elle va naître aujourd'hui. Dans ma tête tout de suite, parce qu'avec Joël, on égrenait les jours, en fait, tout le temps que j'étais hospitalisée et même avant. Là, tout de suite, bim, le terme 26 plus 3, je dis, bon, bah, ça y est, en fait, ça s'arrête là. 26 plus 3, c'est le terme de notre fille. Je me souviens le regard, toute ma vie, je me souviendrai de ce regard qu'on s'est échangé avec Joël, de panique, de punaise, qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Et en même temps, j'étais tellement mal et je la savais tellement mal dans mon ventre. Il y a eu à la fois dans ce regard bah, on y va. Voilà, next step, on y va. Voilà. Donc,
très, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, tu vois, en quelques minutes. Et donc, 6h50, on nous dit, bah voilà, c'est bon, vous passez au bloc, on vous prépare, on vous met, alors on ne sait pas si on vous fait passer en anesthésie locale ou générale, parce que j'étais tellement mal, ils se sont dit, on va la mettre en anesthésie générale, quoi. Donc, Ouais. jusqu'au dernier moment, Joël ne savait pas s'il allait pouvoir assister à l'accouchement. Parce qu'en Euh, local, ils pouvaient venir et pas en général, c'est ça? Ok. Exactement, exactement. En local, il pouvait venir, mais pas en général. En fait, en local, c'était une péri, quoi. Voilà. Oui. Il faisait une péri, et puis ben, juste au lieu de la faire sortir par voie basse, il faisait sortir par césarienne. Oui, de toute façon, ils m'ont dit, écoutez, ce sera évidemment une césarienne, Oui. puisqu'elle fait 500 grammes et qu'elle ne supporterait pas le Les passage contractions, dans ouais. le bassin, les contractions et tout, elle ne pourrait pas y survivre. Donc, Et puis toi évidemment, non c'est plus. Enfin, avec la douleur, t'aurais pas pu pousser non plus. C'était Voilà, inenvisageable. ouais, c'est ça, c'était pas envisageable. Donc, ils ont bien fait. Et donc, ben là, bizarrement, c'est ça qui est fou, c'est que dans ce moment-là, je me sens à la fois pétrie de peur et en même temps hyper soulagée. Je me dis, je vais mieux me sentir, on va extraire le placenta, Jeanne va être prise en charge, mon ventre ne peut plus lui prodiguer cette protection dont elle a besoin, ne peut plus lui garantir de bien grandir. Là, mon corps, comme il dévisse dans tous les sens, va la mettre en danger, donc il faut qu'elle sorte et elle sera mieux comme ça. Et du coup, ben, moi qui avais une peur bleue, mais vraiment, hein, parce que tout à l'heure on a parlé de l'accouchement, euh, dans tout ce que je t'ai parlé là, c'était l'idée d'un accouchement par voie basse. Mais Oui. pour moi, la césarienne, ça me faisait flipper à mort parce que j'ai jamais eu un coup de bistouri sur mon corps. Tu vois, on rejoint toujours le côté douillette, mais j'avais peur en fait de me faire opérer. J'ai toujours eu peur de Ouais. ça. Et là, ben, c'est évident que ce soit une césarienne. Et en fait, j'aurais pu flipper sur le moment de me faire ouvrir parce que ça faisait beaucoup de choses, tu vois. Tu vas devenir maman, tu vas te faire opérer. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis dit, allez, on y va, ok, On y va. césarienne. Voilà. Alors, juste la question toute bête en arrivant sur sur le billard, tu vois, les questions que tu peux poser quand tu es dans ces moments-là. Au moment où on pose la péridurale, je demande à l'anesthésiste, je vais pas avoir mal hein, quand ils vont m'ouvrir. Non, non, madame, vous inquiétez pas. Vous n'allez rien sentir. Vous n'allez rien sentir. Si vous sentez quelque chose, vous nous le dites surtout. Mais non, non, vous Ouais. sentirez rien. Et effectivement, tu sens tes jambes en coton. Et puis, parce qu'à la fin, ils ont dit que c'était. Ils ont pu me prendre à temps pour faire naître Jeanne par voie haute, simplement sous anesthésie locale. Donc ça, c'était très bien. En revanche, ils ont fait tellement vite qu'ils n'ont pas du tout, du tout attendu Joël. Alors, Joël en Ok. aparté, ils lui ont dit, écoutez, là, on envoie votre femme au bloc, on va essayer de sauver la maman. Voilà. Sous-entendu, on va déjà essayer de sauver la maman, on verra ensuite si on peut sauver le bébé. Donc ça, c'était le discours. Et Oui, en puis fait, sous-entendu, ça se trouve, on sauvera personne. Enfin, c'était aussi ouais. Donc imagine aussi pour Joël ce que ça, ah, ce que c'était ça horrible. représente en fait comme, donc voilà, et puis ben, Joël arrive sur l'entrefaite, tu vois, avec la Charlotte, les surchausses, tout ça, et ils n'ont pas du tout attendu qu'il arrive pour m'inciser. Et le bloc était fait de telle façon que quand tu rentres dans le bloc, tu rentres sur le champ opératoire. Ah Donc, ouais. Il a tout clairement, vu. je n'ai plus rien à cacher à mon mari. Voilà, il m'a vu alors que ils étaient déjà en train de chercher Jeanne à l'intérieur de moi, quoi. Donc Ouais. c'est La particulier. vision traumatisante quand même pour lui. Enfin, Ouais, c'est presque ça. une scène. Ah, désolée, mais c'est presque une scène d'horreur. Enfin, tu vois ta femme ouverte. Enfin, c'est horrible. C'est ça, j'arrive même pas à me le figurer, mais ouais, il y a des Ouais. images saisissantes comme ça qui lui restent. Alors pour autant, je ne sais pas comment, mais il est pas tombé dans les pommes. Alors que Ouais. bon, il y en a, ils voient leur femme accoucher par voie basse à 9 mois, dans des conditions pisse et tout, et pouf, ils tournent de l'œil. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Après, il Appelle a ça peut-être un un... mental aussi tellement. Enfin, il avait peur de te perdre, de perdre la Daffy, de perdre de vous perdre toutes Ouais, les t'es deux. sur Donc, je autre pense chose. que à côté, c'était rien. Ouais, je pense que c'est ça. Et bon, malgré tout, ben, on a le temps d'être quand même ensemble pendant cet accouchement-là. Et je veux dire un truc dingue, c'est que malgré toutes les circonstances de l'accouchement, j'ai l'impression d'avoir eu
un bel accouchement. Et je vais te dire, enfin, c'est fou hein, de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir eu un bel accouchement parce qu'en fait, bon, même s'ils avaient déjà commencé au moment où il est arrivé, bah, voilà, ils ont dit, monsieur, bah, venez à côté, etc. Et je me souviens, autour de nous, il y avait plein de personnes. Il y avait l'anesthésiste, il y avait des infirmières, il y avait sage-femme, obstétricien, enfin, vraiment, il y avait tout le monde. Et ces personnes-là étaient entre elles, en équipe, en fait, à travailler déjà hyper détendues les uns avec les autres. Enfin, on sentait qu'ils avaient une bonne dynamique d'équipe et ils communiquaient ça. Et bah voilà, ils ont échangé avec nous, enfin, notamment l'anesthésie. En fait, l'anesthésiste et une autre infirmière ou sage-femme, enfin, étaient en train de se charrier, de plaisanter ensemble, de nous inclure dedans, et puis ben, de nous, entre guillemets, de nous forcer à penser à autre chose en nous faisant converser, en disant, ben, comment ça y est, vous allez rencontrer votre fille. Enfin, voilà, et nous, voilà, complètement, mais oui, c'est vrai, on va rencontrer notre bébé. Alors bon, on pleure, voilà, on est tous émus. On se dit, ah, comment ça va faire. Voilà, c'est un accouchement compliqué, mais voilà, vous avez vécu des beaux souvenirs ensemble. Parlez-nous de vos beaux souvenirs ensemble et tout. Alors, bah, on parle du mariage avec Joël. On parle, voilà, cette fête qu'on a faite tous ensemble, qu'on a aussi ardemment attendue, puisque, bah, comme je te disais, 3 fois on a décalé la date. On parlait des Maldives, le dernier voyage qu'on avait fait ensemble avec Jeanne in utero. Enfin, en fait, on parlait de tout ça. Et du coup, bah, l'accouchement, malgré la douleur, parce qu'à la fin, tu sens quand même, alors je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les femmes, mais tu sens le moment où ils vont vraiment attraper le bébé. Tu as absolument tout qui remonte. Bon, d'ailleurs, je vomis à ce moment-là. Mais tu ressens absolument tout qui remonte et tu as vraiment l'impression qu'on est en train de t'arracher les entrailles, ce qui est un petit peu le cas. Oui. Littéralement, là, pour le coup. Et en fait, en revanche, on n'entend rien, évidemment. On n'entend pas du tout de bébé qui pleure, qui rien. Donc, bon, première question, bon, ça y est, elle est née, elle est partie avec le médecin, avec la sage-femme, d'accord, dans un petit box à côté avec tout le matériel pour la réanimer. Et puis, ben, très vite après, la sage-femme revient, Margot revient nous voir pendant qu'ils étaient en train de me recoudre, forcément. Et puis, elle nous dit, écoutez, comment vous allez l'appeler? Alors, bon, bah, on va l'appeler Jeanne. Oh, c'est beau, c'est magnifique, voilà. Bon, bah, écoutez, je transmets. Vous inquiétez pas, elle va bien, on la prend en charge. Et je reviens dans 5 minutes, je vous emmène des petites photos. Voilà. Et donc, Oh. ils étaient toujours en train de me recoudre. Elle revient 5 minutes après. Et puis là, elle nous montre notre fille. Et elle est juste magnifique. Voilà. Elle Mm. est, elle est adorable. Elle est trop chou. Alors oui, elle est toute petite. Parce que tu vois, il y a une photo où on voit, il y a la main d'un médecin juste à côté d'elle. Et en fait, tu as l'impression que c'est voilà, la taille d'un petit chaton qui tient dans une main, tu Ouais. vois. Voilà, c'est ce que ça représente hein, en termes de taille. C'est vraiment très, très petit. Et comment elle fait, bah, je ne sais plus si on a demandé le poids, enfin voilà, je crois qu'on a dû le demander, elle a dû nous dire, bah voilà, elle fait 520 grammes, alors on dit, ah c'est bon, 520 grammes, c'est bon. Mm. Et puis, bah, ça, on l'a pas su tout de suite, mais après, comme on est resté en lien avec Margot, on a su un petit peu les coulisses où, bah voilà, nous, on l'a pas entendu, mais elle a entendu Jeanne, en fait, qui a fait un tout petit miaulement quand elle l'a prise dans sa main. Ok. Voilà, un petit miou tout mignon, tout petit. Oui, Et mais qui montrait qu'il y avait une activité quand même pulmonaire et voilà, et ouais. d'ailleurs, elle a pas été intubée tout de suite après sa naissance. Pas tout de suite, ou alors non, ou alors si, tout de suite après la naissance, ils l'ont intubée, mais assez rapidement dans la journée, ils l'avaient extubée pour lui mettre une ventilation mécanique. Mais voilà, oui, dans tous les cas, il y avait ça, et en soi, elle allait bien, entre guillemets, toute proportion gardée, mais disons qu'elle était en vie et puis ben, et viable, voilà, vivante et viable, et ça, c'était tout ce qui comptait à ce moment-là. Alors après, ben, Joël a été invité à monter dans le service de réanimation néonatale avec Jeanne. La chambre était déjà installée.
On saura plus tard que un des infirmiers, un des membres de l'équipe, infirmier, infirmière, qui a installé la chambre de Jeanne, c'est un infirmier ensuite, le seul d'ailleurs de l'équipe, avec qui on a noué des liens très très forts et qui est aujourd'hui le parrain de Jeanne. Voilà, donc Ah, ouais, c'est lui qui aura mis en place la chambre de Jeanne. Donc je trouve ça fou, la symbolique, elle est incroyable. Et puis, pourquoi je te dis ça? Oui, donc Joël remonte avec Jeanne. Et puis bah, là, on a eu 2 journées complètement différentes parce que moi, je vais en salle de réveil. Il était donc 7h30 parce qu'elle est née à 7h21. Donc 7h30, ça y est, je suis recousue. Le bébé enfin, monte en réanimation néonatale avec Joël. Et puis, bah, moi, je vais en salle de réveil. Et j'y reste jusqu'à 15h. Voilà, ok, le quand même. truc hyper long. Ah non, mais hyper long. Vraiment, moi, j'avais qu'une envie, c'était de voir Jeanne. J'en pouvais plus. Alors, au début, j'avais besoin de récupérer. Mais enfin, imagine de 7h30 à 15h, avec sans arrêt le Dynamap, toujours. Parce qu'en fait, je pouvais faire Ouais. une éclampsie. Après, surtout après un syndrome de HELP, j'avais quand même ce risque d'éclampsie quelques heures après l'accouchement, malgré le fait qu'on m'ait retiré le placenta et que voilà, physiologiquement, il n'y avait plus ça, mais bon, Oui, c'était quand même. normalement, ça n'arrive pas, mais il y a des cas qui font que parfois. C'est ça. Et donc, bah, la tension, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Sauf que bah, moi, à la fin, plus les heures sans mon bébé se cumulent et plus je perdais patience. Et donc, ça me reflanquait une poussée de tension. Et bah, dans l'équipe, il y avait une infirmière en salle de réveil qui faisait peut-être un peu de zèle, tu vois, il fallait qu'il y ait X constante parfaite sur 5 ou 6 cycles, 5 ou 6 prises. Que si sur les 6, il y en avait juste une qui était pas bonne, tout de suite, on repartait sur un cycle de 6 prises qui devait être parfaite. Enfin, Ah, et en fait, à la fin, en fait, vraiment, sans ce truc-là, j'aurais pu remonter en chambre 2 heures avant et voir ma fille 2 heures avant, quoi. ouais. Parce que je suis remontée en chambre à 15 heures. Tout de suite après, tu sais, on te dit, bah, il faut absolument marcher très vite après avoir été césarisée. Donc, ben voilà, me voilà sur des jambes en coton, en mode je vais pas y arriver, mais si, il fallait. Donc, je fais ça vite fait et moi, j'attends qu'un truc, c'est de descendre voir ma fille. Alors, heureusement, tout le long, et c'est là que le rôle de Joël, il a été capital parce que moi, tout ce temps-là, j'ai pas vu ma fille. En fait, Mm. si Joël n'avait pas été là, elle était toute seule. Donc, ben, Joël a passé le plus clair de son temps avec elle. Et d'ailleurs, ben, il voulait parfois redescendre me voir en salle de réveil. Et je disais, mais reste avec notre fille. Alors, j'étais contente parce qu'il me donnait des nouvelles. Et il prenait des petites vidéos, il me les montrait. Parce que j'avais pas mon téléphone, j'avais rien. Donc, il descendait avec son portable pour me montrer les vidéos, les photos qu'il avait prises. Il retournait voir Jeanne. Il me disait, ben voilà, il participait aux soins, au tour de soins toutes les 3 heures. Donc là, il avait eu le temps de faire ben, voilà, la mise en place des soins, le tour de 11 heures, le tour de 14 heures. Il avait déjà 2 tours de soins Ouais. Et toi, d'avance. t'attendais. C'est ça, j'attendais impatiemment. Et puis, ben, il m'a rejoint dans ma chambre une fois que j'étais remontée, une fois que je m'étais levée après la césarienne. Et puis, après un petit débarbouillage très, 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 très rapide et un repas dans le bide parce que j'avais rien mangé depuis la veille au midi. Ouais. Voilà, donc ça faisait un moment que j'avais pas mangé. Bah là, il m'a descendu dans le service de réanimation néonatale. Ok, Donc, nouveau quand chapitre même. qui commence. Est-ce qu'on t'avait juste une question avant de commencer à en parler? Est-ce que tu savais ce qui allait se passer? Est-ce qu'on t'avait parlé de ce service? Est-ce que tu savais, est-ce qu'on t'avait dit, bon, vu que vous avez quand même un gros risque d'accouchement prématuré, il va se passer ça, ça va être comme ça, comme ça. Alors, l'expérience de la prématurité, bon, nous, dans notre entourage, on n'avait pas de personnes qui étaient passées par là. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et puis, des grossesses comme ça, autant suivies, ça a été le cas de personnes dans nos entourages. Donc, bon. Ouais. Et l'univers de l'hôpital et de la prématurité, bah, on s'était préparé un petit peu au moment où on a vu les rendez-vous à Necker. Joël regardait beaucoup la maison des maternelles. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dans un déni, donc j'avais du mal à aller chercher l'info parce que enfin, j'avais peur, comment dire, j'avais peur en fait De te projeter peut-être et ouais, de faire un peu ce genre de prophétie autoréalisatrice, tu vois, je si je comprends, ouais. lis un truc affreux sur la prématurité, ça va m'arriver. Enfin, donc j'avais beaucoup de retenue dans ma recherche d'informations, mais Joël, si, il avait besoin de ça, mais je pense que c'est Ouais, parce qu'on mais n'a du pas coup, tu vois, vécu. ça rejoint un peu mon avis que j'ai déjà là-dessus, c'est que du coup, c'est de l'auto-information.
Mais si toi, tu ne t'informes pas, si toi, tu ne cherches pas, et Non, c'est des sujets, surtout en tant que maman, je pense, enfin, future maman, qu'on n'a pas envie, pour le coup, je comprends complètement ton mouvement, on n'a pas envie de s'informer sur ce qui va pas parce qu'on veut que ça aille bien. Et du coup, ouais, bah voilà, on n'a pas envie. Et bah, le problème, c'est que tu le fais pas, ou que tu sais pas, ou que t'as pas envie. Mais du coup, ouais. personne t'en parle pour pas te faire peur. Mais bah, toi qui avais quand même en plus un risque accru, au final, si ton mari s'était pas informé de lui-même en prenant l'initiative, bah, vous saviez pas, quoi. C'est quand même Ouais, très dommage. c'est ça. Après, je suivais énormément, enfin, je suis toujours énormément, et j'avais écouté son épisode de podcast d'Amélie Chaléa, dont la fille, voilà, a eu 3 ans là, il y a une petite semaine de ça, et qui a fait un petit peu un journal de bord tout ce temps sur Instagram avec le suivi de l'hospitalisation, qui ensuite a rendu compte de son expérience. Donc, je m'étais enivrée de ça vraiment, parce que c'était un témoignage dont je me sentais proche en fait, Ouais, même si les circonstances de l'accouchement et le suivi de grossesse étaient un peu différents. Mais voilà, tout ce qui est lié à la prématurité, à une naissance hyper précoce avec un bébé de petit poids, je savais que ça allait être la situation dans laquelle on allait se retrouver. Donc je me projetais beaucoup par rapport à ce récit. Mais tu vois, effectivement, c'était de l'info donnée par le biais de récits, d'histoires mm, personnelles diverses et variées, mais c'était pas par rapport des sites ou des livres. Enfin, c'était pas de la documentation pure et dure en fait. C'était s'informer, mais par des récits, par mm, des expériences, des histoires de vécu, quoi. Et ça, j'avais plus de facilité à trouver des infos par ce biais. ouais. Mais voilà, après, je pense que même si, enfin, on n'est jamais prêt en vrai, Non, c'est sûr. on n'est jamais prêt. On arrive dans cet univers-là. Et d'ailleurs, on réalise pas trop que réanimation, mais il faut le rappeler quand même, on a beaucoup entendu parler de réanimation avec le Covid à la fin, Mm, en disant il y avait X gens en réa, etc. Alors, est-ce qu'on savait vraiment ce que ça voulait dire à ce moment-là? C'était un peu un gros mot, mais quand on dit qu'une personne est en réanimation, c'est que tout le temps, tout le temps, tout le temps, son pronostic vital est engagé à n'importe quel oui, moment auquel on parle. Tant que tu es en réanimation, tu es considéré comme ayant un pronostic vital engagé. Et en fait, ben ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je pense, on est toujours dans cette histoire de déni. J'ai pas forcément voulu le comprendre aussitôt, peut-être pour me préserver, euh, pour justement me dire on a de l'espoir, que ça va aller, que notre fille, ça y est, elle est née, que voilà, un parcours à l'hôpital commence, mais que elle vit. Et pour moi, il était plus question de côtoyer la mort comme l'induisait cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes pendant la grossesse, ouais, tu vois. Donc, enfin, oui, je voulais pas me le figurer, alors que si, en fait, quand ton bébé est en réanimation, il faut se préparer à tout, et même au pire, ce qui est pas préparable en soi. Mais donc ouais, donc on arrive en réanimation. Donc Joël avait déjà vu Jeanne, mais moi j'arrive et je vois dans cette chambre, oui, dans laquelle il fait noir, évidemment, ouais, parce qu'il faut oui, pas de stimulation sensorielle pour les bébés. Donc tout ce qui est les sons, tout ce qui est la lumière très forte et tout, il faut vraiment minimiser au maximum. Donc il fait noir dans les chambres de réanimation pour les petits. Une couveuse au milieu, une couveuse pour laquelle je dirais dedans ambiance tropicale, puisqu'il faut maintenir, tu sais, un taux d'humidité et une certaine température dedans. Donc ça fait un effet condensation sur cette petite boîte en plastique dans laquelle tu as ton bébé. La lumière bleue aussi, la photothérapie. La photothérapie, c'est pour traiter la jaunisse du nourrisson. Parce que bah, tout de suite, en fait, puisque le bébé est sorti, il y a cette réaction qui fait que le bébé fait un épisode de jaunisse. Donc, pour traiter ça, lumière bleue, photothérapie. Donc, j'arrive dans un univers, ça fait presque science-fiction, en fait, avec le ronronnement des machines, avec le vrombissement des respirateurs, les bips du scope, plusieurs tonalités différentes, les pouces-seringues pour l'alimentation, les pouces-seringues pour les antibiotiques et tout ça, les cathéters, le scope, enfin voilà, tout quoi. Mais sur le moment, j'ai comme fait abstraction de tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ma fille, quoi. Coucou, c'est ouais, maman, je suis là. Donc on la voit, elle est toute petite, mais on la trouve magnifique, elle est belle, elle est sereine.
enfin, on la voit sereine, mais en vrai, elle est surtout biberonnée au sédatif pour être tranquille et pas être douloureuse. C'est surtout ça la réalité. Mais voilà, nous, on s'imagine pas ça en tant que parents. On s'imagine qu'elle dort, on s'imagine, voilà. Oui, elle est apaisée, ça va. C'est ça. On la voit tellement petite, on se demande où est-ce qu'ils vont mettre les prochaines perfusions et les prochains électrodes parce il y a plus de place sur son petit corps. Elle a toutes les parties du corps qui sont prises par une électrode par-ci, une autre par-là, le petit brassard pour prendre la tension. C'est pareil, un tout petit bracelet qu'on met autour de ses poignets ou de ses chevilles pour prendre sa saturation, le capteur de saturation, Ouais. voilà. On oublie alors qu'il ne faut pas oublier. Mais voilà, tout ça recouvre son corps. En plus, avec la photothérapie, il faut protéger ses yeux. Donc, elle avait comme un petit bandeau avec un dessin de lunettes de soleil. Et voilà, on la voit, mais on se dit, elle est en vie, elle est là, et on va lui donner toute la force et tout l'amour et tout l'espoir pour continuer cette deuxième bataille. Voilà. Une autre bataille pour de Ouais. la vie, mais pour la vie toujours, quoi, qui continue. Et voilà. Donc, ça, c'était le 18. Évidemment, le 18 mai, jour de sa naissance, on n'a pas pu faire de peau à peau avec elle parce qu'elle était trop instable. Mais tout de suite, quand même, les infirmières en réanimation nous ont dit, ben voilà, il faut, euh, dans la mesure du possible, on va essayer d'instaurer des moments de peau à peau. Alors évidemment, au début, ce sera un peu court, mais vous inquiétez pas, à mesure qu'on avancera dans les jours et qu'elle se stabilisera, ça pourrait être plus long. Voilà, parce qu'au début, il faut quand même y aller avec des pincettes. Il faut demander l'avis des médecins, des pédiatres. Il faut s'assurer quand même qu'il n'y a pas de risque, même si le pot à pot est censé être bon pour le bébé, mais voilà, toutes les précautions sont prises. On ne peut pas prendre son enfant comme ça. Donc ça aussi, c'est très bizarre. Ok. Ouais, c'est quelque chose de très intense. Tout d'un coup, que tu te ramasses un petit peu là, beaucoup d'informations d'un coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, Joël encore plus que moi, parce que moi j'ai l'impression de survoler le truc, alors que lui, il avait déjà passé une journée en réa, en quelque sorte. Et Ouais. en revanche, le coup de massue, en fait, des informations, c'est intervenu surtout le lendemain. Parce que, aussitôt que tu arrives en réa, on te dit, ben voilà, le lendemain, on avait rendez-vous avec le médecin réanimateur, la consultante en lactation du service et la psychologue du service. Voilà, donc on Ok. avait rendez-vous avec ces trois intervenants-là. Et donc, on commence avec le rendez-vous avec le médecin réanimateur. Et chose complètement dingue, bon, on a l'impression de survoler parce que, bon, tu sais, quand on voit un médecin dans ces moments-là, on se dit, oh là là, il va nous annoncer des trucs affreux, horrible. Enfin voilà, c'était un peu un entretien d'entrée dans le service, mais il fallait quand même faire l'état des lieux de ce qui s'était passé Oui. 24 heures avant et puis de cette première journée et nuit en réa de Jeanne. Et donc, je me souviendrai toujours, on s'assoit dans le petit salon des parents en fait du service. Et puis, avec le médecin réanimateur, il y avait quand même une infirmière, l'infirmière qui était en charge de Jeanne, l'infirmière référente. Et là, on s'assoit en face. Et donc, la pédiatre commence en disant, bah voilà, là, on va faire le point sur les dernières 24 heures de Jeanne. Donc, voilà où on en est. Voilà ce qu'elle a traversé. Voilà ce qu'on lui administre. Voilà ce qu'on espère. Voilà comment on espère avancer dans les prochaines heures, dans les prochaines journées. Et puis là, elle commence aussi à nous déballer, donc à nous parler de la prématurité, de l'hospitalisation qui s'annonce longue évidemment, puisque le terme est très très précoce. Et là, elle nous déblatère toutes les potentielles séquelles, c'est-à-dire qu'elle nous dit, bah voilà, Jeanne, elle a ça, on va tenter de faire ça, sachez qu'il y a un risque de ça. Premier point. Deuxième Ok. point, là, il y a ça, on va essayer de faire ça, on lui administre ça, on traite ça de telle façon, avec tel médicament, machin, on attend de voir, sachez que ça peut tourner comme ci, ça peut tourner comme ça. Et donc, et là, je me souviens, à ce moment-là, j'ai fait une dissociation. Voilà, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je me suis, mais littéralement, hein, je me suis vue sortir de mon corps.
et vraiment survoler la pièce vraiment en plongée, quoi. Je nous voyais juste, je voyais deux têtes assises, Joël à ma gauche et moi, et je voyais de l'autre côté le médecin et l'infirmière. Je nous voyais de haut, tous les quatre en train de converser, et je n'entendais plus rien. Et dans ma tête, c'était bla 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 bla. Ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ça va Ouais. bien, Jeanne va bien, Jeanne va bien. Séquelles, mais non, pas du tout, c'est quoi ce mot-là? Problème, mais non, pas du tout, c'est quoi ce mot-là? Réanimation, risque, machin. Enfin, je ne voulais rien entendre et c'est simple que je ne sais même pas, j'arrive pas à me rappeler la teneur des propos de cet entretien. Je me souviens de rien. T'étais pas là, ouais. J'étais pas là. J'ai fait, voilà, donc choc traumatique. Mon cerveau a déconnecté complètement. Il a décidé de se laisser porter, de prendre de la hauteur et voilà. Donc mon corps était là, mais c'est bien tout ce qu'il y avait dans cette pièce à ce moment-là. Et on n'en a pas parlé tout de suite, mais il se trouve que Joël a fait la même chose. Il a eu exactement le même Ok. mécanisme de protection. Son cerveau s'est déconnecté. Et on était, bah, si j'avais su qu'on était comme là, deux clampins en train de se voir de haut comme ça à ce moment-là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ouais, ben, quand j'en ai parlé quelques temps plus tard à une praticienne en hypnothérapie et en sophrologie, elle m'a dit, ben, vous avez fait une dissociation. C'est typiquement le mécanisme psychologique qui se met en place face à un choc émotionnel, à un choc traumatique grand, quoi, et intense. Ouais. Elle dit c'est comparable, l'intensité du choc est comparable à ce que peuvent vivre les victimes de viol, même si on n'est pas du tout dans le même registre, mais en termes Oui. de trauma que ça fait au psychologique et au corps, on est sur de cet ordre-là, ou même les soldats qui rentrent de la guerre, qui ont vu des choses affreuses. Elle dit vous êtes à cette échelle de choc traumatique. Donc Ouais. ça dépeint quand même la situation. La violence. Ouais, la violence, ouais, la violence. Et puis, t'as l'impression de perdre pied. Enfin, voilà, c'est... Donc, j'ai rien voulu entendre, rien voulu croire. Et on est sorti de ce rendez-vous un peu, tu sais, un peu groggy, Tommy. quoi. Ouais, Mm. atomisé. Et puis ensuite, ben voilà, chose un peu plus réjouissante, la consultante en lactation. Moi, j'ai eu une montée de lait la veille au soir directement. Donc, tout de suite, j'ai voulu mettre en place le tir-allaitement parce qu'évidemment, elle était trop petite pour être nourrie. Oui. Donc forcément, et puis elle a d'ailleurs pas pu avoir d'alimentation tout de suite. Il fallait attendre qu'elle se stabilise, attendre de voir comment tenait le système digestif pour commencer à ingérer, lui faire ingérer du lait. Donc les 2 premiers jours en réa, elle était pas du tout nourrie. Donc moi, avec mes tirages, ben, je prenais de l'avance. Et j'ai réussi à prendre beaucoup d'avance parce que pendant longtemps, elle prenait que 1 millilitre, 2 millilitres sur un Ouais. cycle de 3 heures. Donc imagine 1 millilitre qui passe euh, enfin, en continu sur une étendue temporelle de 3 heures. Et en fait, Ouais. 3 heures après, on lui remet 1 millilitre qui va être ingéré pendant ces 3 heures. Donc en fait, sur 24 heures, c'est 8 millilitres en continu qu'elle essaye d'ingérer au fur et à mesure. Donc c'est des quantités infimes. Enfin, faut regarder ce que Oui. ça représente, mais c'est des petites gouttes, quoi. C'est du goutte Oui, à oui. goutte. C'est Mm. même pas une goutte à ce niveau-là. C'est C'est. ça, c'est Ouais. ça. Donc la consultante en lactation, super pour ça, hyper encourageante, de dire non mais vraiment, vu les circonstances de votre accouchement, mais c'est génial de pouvoir avoir des montées de lait comme ça. Vraiment, il faut entretenir ça. Accrochez-vous, ça vaut le coup. Vous savez, les bébés prémas ont besoin de ça plus que jamais. Les bébés prémas ont beaucoup de choses à gagner en étant nourris au lait de femme. Et donc, si vous avez la possibilité et la volonté d'allaiter, on n'est pas tout OK sur le sujet, mais pour le coup, si on l'est vraiment, il faut se lancer à corps perdu là-dedans. Ben, faites-le parce que ça va profiter à votre bébé. Et l'allaitement, comme le tir-allaitement, ben, ça m'a réconciliée avec mon corps, en tout cas en partie, parce que je me Ouais. disais, c'est réparateur en fait. Quand tu te dis que ton corps, certes, il te lâche et peut pas garder ton bébé au chaud plus longtemps que ça, ben, tu as au moins ta poitrine qui prend le relais et tes seins qui produisent du lait et ton bébé qui peut être nourri comme ça. Et tu dis, tant que ça dure, ben, je nourris ma fille et ça lui fait du bien. Et Ouais. voilà, ça, c'est réparateur, c'est clair. Oui. Et du coup, comment s'est déroulé le séjour de Jeanne en néonat, enfin en réa-néonat et je suppose en néonat derrière, du Et coup? oui, c'est ça. Bah, au total, on a passé 119 jours. Donc, on a passé 6 semaines en réa, ensuite 8 semaines en soins intensifs, puis 3 semaines en néonatologie.
Et puis on a fait ensuite, une fois qu'on était sorti de l'hôpital, 3 semaines encore en hospitalisation à domicile. Donc ça fait au total 139 jours d'hospi, soit 20 semaines, ce qui est énorme. C'est vraiment 2022, année blanche, hein, Ouais. quand on est dans des dispositions comme ça. Mais bah, écoute, la réa, comme je te disais, pendant 6 semaines, donc le pronostic vital de ton bébé est engagé, même si tu veux pas trop le croire. Mais voilà. Ben, petit à petit, alors il faut savoir quand même de façon très générale, enfin, l'AREA, tu peux arriver le matin, ton bébé va bien, et puis 2 heures après, le midi, on te dit que ça va pas, qu'il faut faire une transfusion, qu'il faut arrêter le pot à pot, qu'il y a une infection, qu'il faut mettre des antibiotiques, que voilà, tout est très très fragile, tout ne tient qu'à un fil Mm. en réanimation. Alors évidemment, ça s'estompe à mesure que l'on avance dans la croissance de notre bébé dans sa couveuse. Quand on nous dit c'est les montagnes russes, c'est la parfaite métaphore en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais alors la montée, elle est fulgurante et la descente, elle est vertigineuse. Et il y a des et il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de creux, en fait, il n'y a pas de période creuse. C'est où ça Ouais. va bien et on est euphorique, on est heureux de voir son bébé grandir, progresser, prendre quelques grammes jour après jour, et ça va. Et soit la descente, elle est violente, brutale, parce que, ben voilà, une infection venue de on ne sait où, il faut mettre en place une cure d'antibio, ça peut l'affaiblir, il faut arrêter l'alimentation parce qu'il faut prévenir des risques. Et si on arrête l'alimentation, elle va prendre moins de poids. Ah bah oui, mais si elle prend moins de poids, elle en a déjà pas beaucoup Ouais. enfin, voilà. Donc tout ça, ça crée aussi des complications. Une prise de sang, bah oui, mais il manque quelques globules rouges. Alors, il faut faire une transfusion. Ah bah oui, mais là, ben, ça n'a pas suffi. Donc, 5 jours après, on refait une transfusion. On remet des globules rouges. Et puis un autre coup, bah, les globules rouges, ça va, mais il n'y a pas assez de plaquettes. Alors, on refait une transfusion. Voilà, on refait une transfusion. Enfin, donc, tout ça, c'est, c'est un marathon intense. Et bah, Jeanne ça, voilà, au fur et à mesure, ça allait. Elle a mis beaucoup de temps à prendre du poids, évidemment, parce qu'il faut savoir quand même qu'un retard de croissance, dans son cas, ben, ça va la suivre encore un moment. Même si Mm. au niveau de la taille, c'est bon. En fait, la taille, c'était bon, hein. Elle faisait 32 centimètres et demi quand elle est née. Elle faisait donc, du coup 520 grammes. En termes de taille, ça allait, mais c'est vrai qu'en termes de poids, elle aurait dû faire 800-900 grammes, tu vois. On était plus Mm. dans cet ordre-là. Mais donc là encore, à aujourd'hui, à 13 mois et demi d'âge corrigé, elle fait 7,5 kg. Voilà. Ouais. 7,5 kg, mais pourtant, bah, on l'habille dans du 18 mois, enfin, parce que, 12-18 mois, parce que elle fait déjà 74-75 centimètres. Voilà, donc en fait, Ok. c'est un bébé slim. Voilà, et pourtant, elle a les petits bourrelets, les petits plis, tout ça, mais elle fait pas maigre, mais elle est très fine. Et jusqu'à ses 3 ans, voilà, il y a ce poids qui va se rattraper au fur et à mesure, ça se fait pas comme ça. Donc, le poids a été un enjeu parce que bah, c'est en prenant du poids aussi que les bébés prennent des forces et des forces pour respirer, des forces pour mieux digérer. En fait, il faut qu'ils apprennent tout à l'extérieur du ventre et sans grande aide. Enfin, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, hein, les bébés primas, Ouais. quand ils arrivent comme ça, malgré la lourdeur des dispositifs médicaux autour d'eux, ben, on peut les aider comme on peut, mais c'est vrai qu'ils doivent Oui, appréhender c'est tout à eux d'apprendre ça le travail quand même. et en accéléré, en fait, parce que ben, il a fallu un bébé qui naît à terme, bah, il prend sa première poussée d'oxygène quand il naît en plein air, mais un bébé prima, ben, ça va être un petit peu avant. Donc, il faut s'imaginer, c'est comme si un bébé à terme, à 7 mois et demi, 8 mois, on s'attendait à ce qu'il ait déjà ces compétences respiratoires-là, tu vois. Ouais. Il faut être patient, il faut être clément, il faut accepter aussi que parfois on fasse un pas en avant, 2 pas en arrière. Euh, il y a beaucoup de choses, par exemple, tenter, bah, parce que Jeanne a beaucoup galéré, par exemple, avec sa respiration, parce que, vu sa petite taille, elle est née avec ce qu'on appelle une dysplasie bronchopulmonaire.
c'est-à-dire D'accord. des poumons qui sont pas assez développés, qui certes vont se développer, vont maturer, mais qui sont pas du tout arrivés à maturation. Malgré le fait que j'ai eu d'ailleurs 2 injections de cortico avant d'accoucher, mais ça n'a pas suffi non plus. Donc forcément, les étapes respiratoires, c'était quand même un long combat. Et pour te dire qu'il faut accepter parfois de faire un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est important aussi pour les parents de l'entendre et de se dire que ce sera pas une fatalité. Mais par exemple, un jour, ben, vous allez avoir un pédiatre qui va décider d'extuber votre bébé, de le passer en ventilation mécanique avec le masque et tout ça, une respiration une ventilation un peu moins invasive que l'intubation, mais ils vont tenter sans savoir si ça va réellement fonctionner, mais il faut tenter parce qu'à un moment donné, le matin, le bébé est dans des dispositions, on s'imagine que ça peut le faire, que le taux de globules rouges est assez important, donc il va pouvoir s'en sortir, se dépatouiller avec sa respiration, ça va bien amener l'oxygène. Et puis ben non, finalement, avec cette ventilation mécanique un peu plus allégée, toute proportion gardée, ben non, le bébé va se fatiguer un peu trop vite, un peu trop, et donc on va repasser à une intubation pour pas qu'il. Ouais, Il faut accepter aussi ce genre de pas, quoi. C'est pas évident. Mais voilà, donc Jeanne, c'était ça. Il faut savoir quand même que elle est sortie le 14 septembre pour être née le 18 mai, et elle a respiré toute seule seulement que le 8 septembre. ok. Voilà. Jusqu'au Mm. 8 septembre, elle avait de l'oxygène, tu vois. Ouais, elle respirait Donc, pas toute seule, ouais. ça a été le gros enjeu, vraiment, ça a été compliqué. Mais voilà, après, à chaque parcours de prématurité, ses particularités. Il y a des Oui, enfants qui vont avoir des difficultés avec difficultés digestives, avec une entérocolite. Alors nous, on n'en est pas allé jusque-là. Jeanne a, entre guillemets, juste eu une entéropathie qui a été prise à temps. Voilà, mais tout ça, en fait, toutes les petites choses peuvent avoir des répercussions après sur le long terme. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer parce que c'est à la fois très spécifique et en même temps, c'est des choses qu'on partage tous, parents de préma. On sait tous de quoi on parle, je pense, quand on entend ces termes-là. Mais en même temps, chaque récit est hyper particulier et voilà, chaque bébé aussi appréhende différemment et réagit différemment au traitement, aux événements, prend des forces différemment. Donc, mm. ouais, Et on est dans l'extrême de chaque bébé est unique. Là, c'est vraiment la symbolique clairement. ultime de il n'y a pas de règles et il n'y a que des exceptions. Clairement. En revanche, ouais, s'il fallait parler de règles communes, je pense, à tous les bébés, il y a un J'allais te truc. demander justement, est-ce que tu as des conseils, voilà, ou des choses particulières pour les parents qui sont concernés? Eh ben, vraiment, la formule magique qui vient comment dire, s'associer à toutes ces dimensions hyper médicalisées et sur laquelle nous, en tant que parents, on peut avoir prise, c'est le pot à pot. Vraiment, le pot à pot, c'est capital, c'est essentiel pour le bon développement du bébé, c'est bon pour l'attachement, c'est bon pour les montées de lait, même pour nous en fait en tant que maman, c'est bon contre la tension parce que quand même j'étais encore sous traitement antihypertenseur à ce moment-là, donc d'avoir mon bébé contre moi en pot à pot, ça a été juste merveilleux. Et en fait, pour elle, pour Jeanne, ça lui a permis d'être apaisée, de réguler son rythme cardiaque, de réguler sa fréquence respiratoire. Il faut savoir que les bébés, en fait, se calent sur notre respiration. Ils se calent sur nos battements de cœur et donc ça les apaise. Et donc, c'est pas, c'est vraiment, c'est vérifié, quoi. On prend notre bébé sur soi et on voit que le scope, il part beaucoup moins dans des délires dans tous les sens. Ouais, C'est incroyable. Les caresses, le toucher. Il faut, enfin, plutôt toucher que caresser d'ailleurs, parce que les caresses, la peau du bébé est tellement petite qu'il faut faire attention. Donc, d'ailleurs, la sensation de caresse est encore désagréable quand on a une peau aussi fine, mais toucher. Voilà, montrer que voilà, la main, elle est là, que le petit doigt, on le tient, on pose gentiment sa main, on enveloppe la petite tête de son bébé avec sa main tout entière. Ou poser sur le flanc ou sur l'épaule, enfin voilà, chercher le contact comme ça, montrer au bébé qu'il est enveloppé, qu'il est contenu. Tout ça, c'est le pot à pot fait des miracles, vraiment. ouais, Et d'ailleurs, pour ça, l'hôpital de Corbeil, j'ai pas de mots pour remercier les infirmières à quel point elles nous ont accompagnés en fait là-dedans. Elles ont juste été incroyables parce que bon, déjà en termes de soins, en termes de compétences, ce sont toutes et tous des pointures.
Mais en plus de ça, en termes de qualité humaine, euh, ils nous ont permis vraiment de prendre part à ce parcours de la prématurité, à nous intégrer dans ce parcours de santé et à nous sentir véritablement acteurs et partenaires et acteurs dans le fait de soigner Jeanne. D'ailleurs, le seul truc que je retiendrai de cet entretien avec la médecin réanimatrice, dont je t'ai dit là que j'avais tout oublié parce que dissociation, etc. En fait, le seul truc que j'ai retenu de ça, c'est vous faites partie du traitement. On nous a dit ça, Ouais, vous faites partie du traitement. Et ça voulait dire peau à peau, présence parentale. De toute façon, qu'est-ce que tu as d'autre à faire dans ta... ouais. Alors, attention, hein, il y a des parents qui ont déjà des enfants, donc ça complique aussi la chose. Mais quand c'est ton premier enfant, qu'est-ce que tu as d'autre à faire que d'être avec ton bébé à ce moment-là? Ouais. Tu vois? Voilà. Donc, oui, alors tu vis hôpital, tu manges hôpital, tu respires hôpital, tu penses hôpital, tu dors hôpital, tu parles hôpital tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne penses qu'à ça, mais tu n'as pas le choix en fait. Ça vaut le C'est, coup, au final. et Si ça c'est vaut. pour sauver la vie de ton bébé, C'est ça, il y a c'est pas ça. photo. Le jeu le jeu en vaut la chandelle, mais plus que toute autre chose au monde, en fait. Il est question sur une grossesse pour laquelle tu n'as pas eu de prise, qui se passe dans des conditions comme ça, où on te fait accoucher, c'est branle-bas de combat, t'as pas la prise sur quoi que ce soit, sur la tournure des événements. Là, alors oui, t'es pas médecin, non, t'es pas réanimateur, non, c'est pas toi qui décides de la posologie, du traitement, etc. Mais le pot à pot, tu peux avoir ce pouvoir-là. Oui. Et donc, avec Joël, on faisait des marathons de peau à peau, des relais de peau à peau. Le seul truc qui nous arrêtait, c'était l'envie de passer aux toilettes, quoi. C'était juste. Mhm. Donc, quand il y avait un qui avait envie de faire pipi, bah attends, on appelle les infirmières, je te la donne, hop, 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 on fait le switch. Et Jeanne restait Ouais. en peau à peau et elle pouvait faire 4, 5, 6 heures, 7 heures d'affilée comme ça en peau à peau toute la journée. Donc, Ouais. non, vraiment, médicaments, le peau à peau, ouais. Et ça, on a une prise dessus et il faut. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Je voulais juste déjà rappeler que Jade va bien, que Jeanne Oui, en est sortie. oui, alors il faut bien dire quand même que c'est un suivi jusqu'aux 7 ans. Un bébé préma va être suivi jusqu'à ses 7 ans. C'est vrai que l'histoire est tellement longue, on n'a pas le temps de parler de tout. Mais pour le coup, le congé mat, quand on est maman de préma, on le passe entre les consultations à droite à gauche. C'est un suivi pour la rétinopathie du prématuré avec un fond d'œil, puis 2, puis 3, puis 8, puis 15. Il faut aller à l'hôpital Rothschild à Paris. Il faut faire des séances de kiné, d'ostéopathie. On voit la psychomote pendant l'hospice à domicile. Nous, on a vu une cardiopédiatre pendant 6 mois parce que Jeanne avait de l'hypertension pulmonaire, toujours liée à cette dysplasie bronchopulmonaire. Donc voilà, en fait, on passe, c'est quand même, même à la sortie de l'hôpital, on est toujours en fait rattrapé par cette Oui, prématurité-là. Et même si les rendez-vous s'estompe, bah voilà, on n'en est qu'à la première année et il nous reste encore 6 ans. Et tu vois, ben, ce n'est que le deuxième hiver et le premier hiver est aussi important. Il faut protéger les bébés contre la bronchiolite. Ils ont des injections particulières de Synagis à ce propos, les bébés préma. Enfin, donc en fait, on est toujours en consultation pour prévenir. On a les consultations avec le pédiatre de ville, on a les consultations avec le pédiatre du réseau. On a ces injections pour protéger du Synagis, enfin protéger des virus de la bronchiolite. On a tout ça, quoi. Et là, par rapport à la particularité de Jeanne, mais il y a des enfants qui ont d'autres suivis, oui, parfois plus poussés, parfois moins. Voilà, mais c'est vrai que la pédiatre, rétrospectivement, avait dit que, bon, nous, on avait la tête dans le guidon à ce moment-là, on était loin de se figurer, mais Jeanne aurait eu un parcours classique. euh, classique avec des grands guillemets parce que pour le coup quand je vois les montagnes russes que ça a été pour nous et à quel point on était démunis et tristes, bon, forcément. Mais non, apparemment, voilà, c'est le lot de beaucoup de parents qui passent par là et on peut se réjouir que jusque-là, après 1 an et demi de suivi, Jeanne passe les caps. Voilà, elle passe les caps. ouais. Donc, pourvu que ça continue, c'est ce qu'il faut souhaiter.
Et puis, on fait les comptes en 2029, hein, parce que 2022 plus 7, Oui. ça fait 2029. Donc, voilà, je veux pas créer victoire trop vite. Je veux pas, tu vois, me porter l'œil. Je veux pas. Je me réjouis. Je la vois grandir. C'est une petite vivante. Elle est vraiment pleine de vie. Elle est espiègle. Elle est speed. Elle est adorable. Elle est souriante. Elle est vraiment enjouée. Enfin, voilà, je suis pas très objective quand je dis tout ça, mais et puis elle est forte, quoi. C'est incroyable la force qu'ont ces bébés-là. Et c'est ce qu'on nous Ouais. dit souvent, les bébés préma ont une force beaucoup plus importante que beaucoup d'enfants parce qu'ils ont enduré tellement qu'ils peuvent tenir. Il y a beaucoup de petits désagréments du quotidien qui en fait n'en sont pas avec un bébé Mm. préma et que quand on les entend pleurer, c'est que vraiment, vraiment, il se passe quelque chose de grave. Donc, Jeanne, c'est un bébé qui pleure pas. Qui a tout de suite dormi très vite, qui tu pouvais passer l'aspirateur pendant sa sieste, elle n'est jamais se réveiller. Bah non, mais c'était un tel vacarme dans sa chambre Oui, d'hôpital. Donc en là, fait, c'est le calme. c'est ça. Donc en fait, elle était tranquille. Et puis bah là aussi, le pot à pot tranquillise énormément les bébés et fait des miracles. Et je pense joue aussi sur cette façon d'être et cette attitude du bébé face au monde qui l'entoure, quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est vraiment un suivi qui se fait dans le temps et c'est pas simplement, entre guillemets, le passage en néonate, en réanéonate à la naissance. Non, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a plein d'étapes. Il y a énormément, énormément d'étapes. Et puis ben, comme je te dis, il y a des caps que tu passes. Et puis après, ben, deux pas en arrière. Et puis ça revient. Et puis Ouais. voilà, les paliers de poids aussi, le kilo, le deuxième kilo, le troisième kilo. Hein, c'est ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, voilà, l'histoire s'écrit bien parce qu'elle aurait pu s'écrire de manière tout à fait différente. Tu vois, on parlait du deuil périnatal il y a 2 jours. Mm. Ça aurait pu être notre version de l'histoire si Jeanne n'avait pas fait 500 grammes le 29 avril, quoi. Donc Ouais. voilà, on se dit qu'on est. Alors, il n'y a pas d'échelle du pire, tu vois. Il y a pas Mm. faut pas se dire ça, il n'y a pas d'échelle du pire. On ne peut pas se consoler de notre situation en se disant qu'il y a pire chez les autres, mais voilà, se réjouir de ce qu'on a, prendre ce qu'on a vécu comme une force, même si ça nous habite, hein. La prématurité en tant que parent, il faut bien se dire, Ouais. ça s'en va pas comme ça. On entend beaucoup de gens dire, mais c'est bon, elle va bien, maintenant c'est fini. Oui, mais non, en fait. Non, bah non, Mm. c'est pas fini. Et c'est OK, mais juste faire accepter ça et faire comprendre ça à autrui, ce sera bien aussi, tu vois. Et même l'entourage Ouais. proche, hein, proche ou moins proche, mais on croit rassurer les parents, mais il y a rien de plus irritant que de sortir ce genre de petites phrases. Voilà, c'est toujours oui, mais et certes, on est heureux, on attend de voir la suite, voilà. Et pourvu que ça continue comme ça. Ouais. On relativise beaucoup du coup. Ah bah du coup, ouais, la vie, oui, la vie, les broutilles de la vie, très peu quoi, très peu pour nous. Non, non, ça c'est sûr. On mesure sa chance. Ouais, le moindre truc, Ouais. là, Jeanne s'apprête à marcher, c'est qu'une question de jours, je pense. Ah mais la première fois où elle a juste lâché les bras en étant simplement en équilibre, mais ça a été un détonateur. Tout de suite, je me suis mise à pleurer. Mm. Je me suis effondrée en larmes, larmes à la fois mélangées, hein, je pense, hein, de joie, de peine, de tout ce que tu veux. Mm. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui sont tellement banales, basiques pour des parents de bébés nés à terme. Mais nous, le moindre progrès, le moindre kilo en plus, le moindre babillement, le moindre sourire, le moindre petit pas, mais tout de suite, ça prend une proportion. Oui, puis c'est un exploit en fait. C'est C'est ça. pas rien. C'est ça, ouais, c'est incroyable. C'est un exploit, comme tu dis. Donc, ils reviennent de très, très loin. Et d'ailleurs, parfois, j'ai du mal à m'imaginer que c'est ce même bébé, en fait, que j'ai Ouais. porté dans le creux de ma main. Enfin, on a du mal à. On se souvient de tout, on l'a vu grandir, on est avec elle au quotidien. Et paradoxalement, on a peine à croire, en fait, que c'est le même bébé qu'on a Ouais. porté et qui était si petit, si fragile, quoi. Ouais. Et je voulais juste du coup parler d'une dernière chose. Je sais que tu as monté une association pour parler des bébés prématurés. Si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, c'est ça. Alors, je suis pas la seule dans cette aventure-là. On est 3 mamans. Donc, évidemment, il y a moi en tant que secrétaire de l'asso, notre présidente, donc Nelly, qui est maman de jumelles, petite copine de Jeanne. Elles étaient toutes les trois en réanimation ensemble. Et puis Rose, qui est la maman de Youssoufa, petit copain de Jeanne et des jumelles aussi.
Alissa et Mela, on était toutes les trois en réa ensemble en fait. Donc on se Ouais. voyait, on s'échangeait les tire-laits quand il y en avait une qui avait fini, bah, c'était à l'autre de faire. On se croisait, on se croisait au moment des soins, on se croisait au vestiaire, on se croisait au salon des parents au moment de grignoter un truc. On prenait les nouvelles les unes des autres de nos bébés respectifs. Et puis, ben, on est resté en lien à la sortie de l'hôpital. On a eu des parcours assez différents. On n'est pas du tout resté les mêmes durées à l'hôpital. On n'a pas eu les mêmes termes d'accouchement. Mais malgré tout, on a été proches jusque-là. Et puis, ben, on a décidé en fait qu'on voulait faire quelque chose pour les parents parce que, il n'y avait pas de structure en fait à l'époque où on y était au CHSF, il n'y avait pas d'association qui accompagnait comme ça les parents. Alors nous, ça allait qu'on avait sociabilisé ensemble, ça allait qu'on avait un lien très très fort avec toutes les équipes soignantes. Donc c'était vraiment des personnes ressources, on n'avait aucune défiance envers l'univers médical, mais c'est pas forcément le cas de tous les parents et on peut comprendre. Mais donc on a voulu monter cette association qui s'intitule Nos bébés guerriers. Et donc, ben, le but, c'est d'agir au sein du CHSF, de concert avec les équipes, et d'accompagner les parents, que ce soit un soutien psychologique, une présence avec des permanences là qu'on va commencer à instaurer pour le mois de novembre, parce que c'est le mois qui contient la Journée mondiale de la prématurité. Donc, on a envie de mettre en place cette permanence-là. On fait des petites actions pour Noël, les fêtes de fin d'année, pour fête des mères, fête des pères. Toutes les occasions sont bonnes en fait pour apporter du bien et du bon et du réconfortant aux parents. Et donc, bah, on en appelle, j'en profite, hein, autopromo, mais si jamais il y a des gens bah, qui sont intéressés par les questions de prématurité, qui veulent voilà, participer à leur échelle à nos actions, eh bien, il y a toujours sur la plateforme Hello Asso, vous pourrez retrouver notre association. Pourquoi pas faire un don ponctuel, pourquoi pas faire un don régulier, pourquoi pas adhérer. Et puis, le but étant de recruter des forces vives pleine d'idées, de volonté, dispo pour mener à bien nos projets. Pareil, s'il y a des gens qui sont très très doués de leurs mains, tricoter, crocheter, coudre, mais bingo, on a besoin pour faire des petites surprises au bébé, des petits... Parce que bon, tout est en taille miniature et dans le commerce, on retrouve rien en taille miniature. C'est rien que ça, c'est tout bête. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, bah, on est une jeune asso, on a seulement 6 mois. Donc c'est sûr que c'est un petit peu... voilà, c'est le temps que ça démarre. Mais déjà, une aide, quelle qu'elle soit, financière ou matérielle, on vous en sera très reconnaissant, quoi. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux, évidemment, Instagram. Bah, de toute façon, les liens seront partout aussi de mon côté Oui, pour vous suivre et vous aider au maximum. C'est c'est une ça. très belle cause. Merci beaucoup, Rebecca. Eh ben, merci beaucoup à toi de ce témoignage, de toutes ces informations, de tous ces renseignements et tout ça sans filtre et c'était très bien. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes et on va enfin commencer à parler un peu plus de la prématurité et de ce que ça engendre et justement que ça dure plus longtemps que quelques semaines, quelques mois, que tout peut basculer à tout moment. C'est important de le savoir, je pense, pour tout le monde. Oui, merci. Merci pour ton écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.